Ce matin-là, j'ai compris qu'une porte fermée peut contenir toute une vie de mensonges. Je m'appelle Oriane de Vigny, j'ai 70 ans. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, pendant des mois, j'ai cru que personne ne me croirait. Vous savez, on dit souvent que les maisons bourgeoises de Paris gardent leurs secrets derrière des façades immaculées. La mienne, avenue Foch, ne faisait pas exception. 4 étages, des moulures d'époque, un escalier en marbre qui résonnait sous les pas élégants de 3 générations. Mon arrière-grand-père l'avait acheté en 1912. Les murs avaient vu naître mes enfants. Ils avaient vu partir mon mari, emporté par un cancer foudroyant il y a 8 ans. Mais ils n'avaient jamais vu ce qui allait se passer un mardi de novembre. Charles venait déjeuner tous les mardis. Mon fils unique. 42 ans, célibataire, directeur financier dans une grande banque. Toujours impeccable dans ses costumes sombres, toujours ponctuel, toujours, légèrement distant. Mais c'était Charles. Depuis petit, il était comme ça, réservé, méthodique. Ce mardi-là, il est arrivé vers midi. J'avais préparé son plat préféré, un bœuf bourguignon que je laissais mijoter depuis l'aube. L'odeur emplissait la cuisine. J'avais mis la table avec la porcelaine de Limoges, celle que ma belle-mère m'avait offerte pour mon mariage. « Maman, il faut qu'on parle », a-t-il dit en retirant son manteau. Sa voix avait quelque chose d'étrange, quelque chose de trop calme. « Bien sûr, mon chéri, assieds-toi, le déjeuner est presque prêt. » Mais il n'a pas bougé. Il est resté debout dans l'entrée, sa serviette en cuir à la main. Ses yeux parcouraient le salon comme s'il évaluait quelque chose. Comme si notre maison, sa maison d'enfance, était devenue un bien immobilier qu'il inspectait. « Cette maison est trop grande pour toi maintenant. » J'ai souri. Ce n'était pas la première fois qu'il abordait ce sujet. « Charles, nous en avons déjà parlé. Je vais très bien ici. C'est ma maison. C'est notre maison. » Il a posé sa serviette, lentement. « Justement, notre maison. Papa te l'a laissé en viager, maman. Tu te rappelles ? » Mon cœur s'est serré. Oui, je me rappelais. Mon mari, dans ces derniers jours, avait voulu que la maison reste dans la famille tout en me protégeant financièrement. Un viager occupé. Je pouvais y vivre jusqu'à ma mort. Et ensuite, elle reviendrait à Charles. Je sais, mon chéri, mais je ne comprends pas où tu veux en venir. J'ai rencontré quelqu'un. Ces mots auraient dû me remplir de joie. Mon fils, si seul depuis toujours, avait enfin trouvé quelqu'un. Mais quelque chose dans son ton, quelque chose dans la manière dont il a prononcé ces mots, m'a glacé. C'est merveilleux, Charles. Quand est-ce que je pourrai la rencontrer ? Bientôt, mais elle veut qu'on s'installe. Ensemble. Ici. Le silence qui a suivi était épais, lourd. J'entendais le tic-tac de l'horloge comptoise dans le couloir, celle qui appartenait à mon grand-père. Ici ? Mais, Charles, c'est ma maison. Légalement, maman, c'est aussi la mienne. Le viager me donne des droits. Et franchement, il a fait un geste vague vers le salon. Tu n'utilises que 2 pièces. Le reste est vide depuis des années. Mes jambes tremblaient. Je me suis appuyée contre le chambranle de la porte. Tu veux que je déménage ? Non. Il s'est avancé vers moi. Son visage était celui d'un étranger. Je veux qu'on cohabite, comme une famille moderne. Tu aurais ta chambre au 3e étage. Nous prendrions le 2e. C'est logique. Logique. Ce mot-là, je l'ai entendu comme un coup de couteau. Charles, écoute, on en reparlera après le déjeuner. J'ai apporté des papiers que j'aimerais que tu signes. Rien de contraignant, juste pour clarifier la situation. Des papiers. Il a sorti une chemise de sa serviette, des documents officiels. Je ne comprenais pas tous les termes juridiques, mais je voyais bien le titre en haut de la première page. Accord d'occupation et partage des espaces communs. Je ne peux pas signer ça maintenant, Charles. J'ai besoin de temps, de réfléchir, peut-être consulter quelqu'un. Son visage s'est durci. Quelqu'un ? Qui ? Un avocat ? Maman, tu n'as pas besoin d'avocat. Je suis ton fils. Je veux juste qu'on organise les choses correctement. Pour nous deux. Mais dans ses yeux, je ne voyais plus nous deux. Je ne voyais plus rien de ce que j'avais connu. Charles, s'il te plaît, mangeons d'abord. On parlera de tout ça calmement après. Il a regardé sa montre. D'accord, mais j'ai besoin de descendre quelque chose de la cave. Des cartons que papa y avait entreposés. Tu as toujours la clé de la despensa ? La despensa. C'était comme ça qu'on appelait cette petite pièce en sous-sol, un mot que mon mari avait rapporté d'un voyage en Espagne et qui était resté. Une ancienne cave à vin transformée en débarras. Fraîche, sombre, avec une seule ampoule au plafond et une porte en chêne massif. Oui, elle est dans le tiroir de la cuisine. Je suis allé la chercher. Mes mains tremblaient en ouvrant le tiroir.
Une vieille clé en fer, lourde, presque médiévale. Tiens, merci maman. Tu peux m'aider? Il y a des cartons assez lourds. J'ai hésité. Mais c'était Charles, mon fils, mon enfant. Nous sommes descendus ensemble. Les marches en pierre étaient raides, glissantes. L'air sentait l'humidité et le renfermait. Charles a ouvert la porte de la despensa. L'ampoule clignotait faiblement. Entre. Les cartons sont au fond. Je suis entré. Et puis, la porte s'est refermée derrière moi. Le bruit du verrou qu'on tire. Le métal contre le bois. Charles? Pas de réponse. Charles, qu'est-ce que tu fais? Ouvre cette porte. J'ai entendu ses pas sur les marches. Lents, mesurés. Comme s'il montait un escalier ordinaire un jour ordinaire. Charles? Ma voix résonnait contre les murs en pierre, froide, seule. Et puis, plus rien. Le silence. Un silence de cave, un silence de tombeau. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne devraient jamais avoir notre clé. Et vous, avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez plus que tout? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Dans le noir complet, on perd la notion du temps. On perd aussi, parfois, la notion de soi-même. Les premières minutes, j'ai cru à une erreur, un malentendu absurde. Charles allait redescendre, ouvrir la porte en riant nerveusement. « Pardon, maman, la porte s'est coincée, je ne savais pas que tu étais encore à l'intérieur. » Mais les minutes sont devenues 1 heure, puis 2. J'ai crié jusqu'à en perdre la voix. J'ai tambouriné contre le bois épais jusqu'à ce que mes poings me fassent mal. Personne ne pouvait m'entendre. La despensa se trouvait au fond du sous-sol, derrière la chaufferie, isolée par des murs en pierre de 50 cm d'épaisseur. Mon mari disait toujours en plaisantant que c'était le meilleur abri anti-atomique de Paris. Aujourd'hui, c'était ma prison. L'ampoule a fini par s'éteindre. Ou peut-être l'ai-je éteinte moi-même en essayant de trouver un interrupteur dans le noir. Je ne sais plus. Dans l'obscurité totale, j'ai commencé à me souvenir. Charles était né un mardi, 23 mars 1983. 9 heures du matin. Mon mari tenait ma main dans la salle d'accouchement de la clinique Sainte-Isabelle. Quand ils ont posé ce petit être sur ma poitrine, j'ai pleuré. Pas de joie, pas exactement. De soulagement. Après 3 fausses couches, j'avais enfin mon enfant. Il sera notre miracle, avait dit mon mari en embrassant mon front. Charles était un bébé calme, trop calme même. Les autres mères se plaignaient des pleurs nocturnes, des coliques. Le mien dormait 8 heures d'affilée dès ses 3 mois. Il ne réclamait rien, il observait. « C'est un ange » disèrent les gens. Mais parfois, quand je le prenais dans mes bras, j'avais l'impression qu'il me regardait, sans me voir vraiment, comme si j'étais un meuble nécessaire, mais interchangeable. J'ai chassé cette pensée. Quelle mère penserait une chose pareille? À l'école primaire, Charles excellait. Des notes parfaites, une écriture impeccable, jamais une punition. Ses professeurs le décrivaient comme un élève modèle, peut-être un peu solitaire. Il n'avait pas d'amis, pas vraiment. Il préfère ses livres, expliquai-je aux autres parents lors des goûters d'anniversaire où Charles restait dans un coin, feuilletant une encyclopédie. Mon mari n'était jamais inquiet. C'est un intellectuel. Les grands esprits sont souvent seuls. Mais moi, je voyais autre chose. Je voyais un enfant qui ne riait jamais vraiment, qui ne pleurait jamais non plus. Même quand il tombait de vélo et s'écorchait le genou, il se relevait sans un mot, sans une larme, et rangeait le vélo dans le garage comme si rien ne s'était passé. « Tu n'as pas mal, mon chéri ?»« Non, maman, ce n'est rien, ce n'est rien. » Cette phrase, je l'ai entendue des centaines de fois. À 16 ans, Charles a demandé à déménager sa chambre au 3e étage, la plus éloignée de la nôtre. « Je veux plus d'indépendance pour étudier », avait-il expliqué. Mon mari avait trouvé ça normal. Il grandit, c'est sain. Mais cette chambre au 3e étage, je n'y suis presque jamais monté après ça. Charles fermait toujours sa porte à clé, même quand il n'y était pas. « Pourquoi tu fermes ta chambre, Charles ?»« Par habitude, maman. C'est mon espace privé. » Son espace privé. Nos mardis ensemble avaient commencé après la mort de son père. Charles avait suggéré ses déjeuners hebdomadaires. « Pour que tu ne sois pas seule, maman. » J'avais été touchée, émue. Mon fils prenait soin de moi. Mais maintenant, assise dans cette cave glaciale, je me demandais, était-ce vraiment pour prendre soin de moi? Ou pour surveiller quelque chose? Mes jambes me faisaient mal. Je me suis assise contre le mur en pierre. Le froid traversait ma robe. J'avais soif, une soif terrible. Il devait être, quoi? 15 heures? 16 heures? Combien de temps pouvait-on survivre sans eau? J'avais lu quelque part que c'était 3 jours. Peut-être 4. Il va revenir, ai-je murmuré dans le noir. Il va forcément revenir.
C'est mon fils, c'est Charles. Mais ma voix sonnait faux, même à mes propres oreilles, parce qu'au fond de moi, dans un endroit que je n'osais pas regarder, je savais. Je savais que Charles n'avait pas fermé cette porte par accident. Je savais que quand il avait sorti ses papiers de sa serviette, il avait déjà pris sa décision. Je savais que les cartons au fond de la despensa n'existaient pas. Il n'y avait rien au fond de cette pièce. Rien que de la poussière, quelques vieilles bouteilles vides, et moi. J'ai dû m'endormir, ou perdre conscience. Quand j'ai rouvert les yeux, il faisait toujours aussi noir. Peut-être était-ce la nuit maintenant, peut-être le jour suivant. J'entendais un bruit, faible, lointain, des voix. Mon cœur a bondi. « Au secours !» ai-je crié avec ce qui me restait de voix. « Je suis ici, en bas !» Mais les voix se sont éloignées. Plus tard, combien de temps? Impossible à dire, j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Puis le silence. Charles était-il encore dans la maison? Où était-il parti? M'avait-il laissé ici pour combien de temps? Les larmes sont venues, chaudes sur mes joues glacées. J'ai pensé à mon mari, à ses derniers jours à l'hôpital, à la manière dont il tenait ma main, même quand la morphine l'emportait loin de moi. « Promets-moi de prendre soin de toi », avait-il murmuré. « Je te le promets. » Et surveille Charles, il n'est pas comme les autres, mais c'est notre fils. Il a besoin... Il n'avait jamais fini sa phrase. La morphine l'avait emporté. Et moi, idiote que j'étais, je n'avais jamais demandé ce qu'il voulait dire. Il n'est pas comme les autres. Dans cette cave, dans ce noir absolu, j'ai enfin compris. Mon mari le savait. Il avait toujours su. Et il avait essayé de me prévenir. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le deuxième jour, du moins je crois que c'était le deuxième jour, j'ai commencé à avoir des hallucinations. Ou peut-être n'était-ce pas des hallucinations. Peut-être était-ce simplement la vérité qui remontait enfin à la surface, libérée par la soif, par la peur, par ce noir absolu qui vous force à regarder en face ce que vous avez passé toute une vie à ignorer. Je voyais des images, des moments, des détails que j'avais écartés, minimisés, enterrés sous des couches et des couches de déni maternel. Charles avait 11 ans quand notre voisine, Madame Beaumont, a sonné à notre porte un samedi après-midi. Elle tenait son chat dans les bras. Pompon, un persan blanc qu'elle adorait plus que tout au monde. « Oriane, je suis désolée de vous déranger, mais... » Elle hésitait, mal à l'aise. Pompon a été blessé. Le vétérinaire dit que quelqu'un lui a fait du mal. Volontairement. Mon sang s'était glacé. Volontairement? Mais qui? Je ne sais pas. Mais c'est arrivé dans votre jardin. J'ai retrouvé Pompon près de votre serre. Il avait une patte cassée. Le vétérinaire dit que ce n'est pas une chute. C'est... Elle n'avait pas osé finir. J'étais montée voir Charles. Il était dans sa chambre, assis à son bureau, faisant ses devoirs de mathématiques avec une concentration parfaite. « Charles, tu as vu quelque chose dans le jardin aujourd'hui? Le chat de Madame Beaumont a été blessé. » Il avait levé les yeux. Pas un battement de cils. « Non, maman, je n'ai rien vu. Tu es sûre? Tu étais dans le jardin ce matin. » J'étais dans la serre. Je regardais tes orchidées. Je n'ai rien remarqué d'anormal. Sa voix était calme, trop calme. « D'accord, mon chéri, merci. » En redescendant, j'avais croisé mon mari dans le couloir. « Alors? » Il dit qu'il n'a rien vu. Mon mari avait froncé les sourcils. « Tu le crois? » J'avais regardé mon mari avec stupéfaction. « Bien sûr que je le crois. C'est notre fils. Tu penses vraiment que Charles serait capable de... » « Non, non, bien sûr que non. » Mais il avait dit ces mots trop vite, comme s'il voulait se convaincre lui-même. 2 semaines plus tard, Madame Beaumont avait déménagé. Elle ne nous avait jamais reparlé. Dans le noir de la cave, j'ai ri. Un rire sec, amer, qui m'a fait mal à la gorge desséchée. Combien de fois avais-je détourné le regard? Combien de fois avais-je choisi de ne pas voir? Il y avait eu aussi cette histoire au lycée. Charles avait 17 ans. Son professeur d'histoire, Monsieur Lefebvre, avait demandé à nous voir, mon mari et moi. Je voulais vous parler de Charles. Il y a un problème avec ses notes? Non, justement. Charles a toujours 20 sur 20. C'est autre chose. Monsieur Lefebvre avait sorti une copie de dissertation, l'écriture de Charles, parfaite comme toujours. Lisez ce passage, s'il vous plaît. C'était une dissertation sur la Révolution française. Charles y décrivait avec une précision chirurgicale les exécutions de la Terreur. Les détails étaient troublants. La manière dont la lame tombait, le temps exact que mettait une tête à cesser de penser après avoir été séparée du corps, les spasmes musculaires. « C'est très... documenté », avait dit mon mari, visiblement mal à l'aise. « C'est surtout très détaché.
Monsieur de Vigny, votre fils décrit des êtres humains décapités comme s'il parlait de mécanismes. Il n'y a aucune émotion, aucune humanité dans son écriture. Et ce qui m'inquiète le plus, il avait tourné la page. C'est cette conclusion. J'avais lu. La violence organisée et méthodique est plus efficace que la violence émotionnelle. Robespierre l'avait compris. L'élimination systématique des obstacles est une forme de rationalité supérieure. Je ne comprends pas, avais-je balbutié. C'est une dissertation d'histoire. Il analyse des faits historiques. Madame de Vigny, je suis professeur depuis 30 ans. Je sais faire la différence entre une analyse historique et autre chose. Votre fils ne juge pas la terreur. Il l'admire. Mon mari était intervenu, la voix sèche. Vous accusez notre fils de quoi exactement? D'avoir une pensée critique? D'être intelligent? Je ne l'accuse de rien. Je vous alerte, c'est tout. Nous étions rentrés en silence. Le soir, j'avais frappé à la porte de Charles. Charles, ton professeur d'histoire voulait nous parler de ta dissertation. Oui, je sais. Il ne comprend pas l'analyse objective. Charles, tu ne penses pas vraiment que la violence est rationnelle? Il m'avait regardé. Et pour la première fois de ma vie, j'avais vu quelque chose dans ses yeux qui m'avait terrifié. Du mépris. Maman, la violence est un outil, ni bon ni mauvais, juste efficace ou inefficace. Les gens qui refusent de le comprendre sont ceux qui finissent victimes. Charles, tu parles comme quelqu'un qui réfléchit. Bonne nuit, maman. Il avait refermé la porte. J'avais soif. Une soif qui me dévorait de l'intérieur. Ma langue était gonflée. Mes lèvres craquelaient. Je ne savais plus si c'était le jour ou la nuit. Depuis combien de temps étais-je ici? 48 heures, 60, 72. Je me suis traînée jusqu'à un coin de la pièce. Mes doigts ont trouvé quelque chose de froid. Du métal. Une vieille bouteille. Vide. J'ai pleuré. Des larmes que je ne pouvais pas me permettre de perdre. De l'eau que mon corps ne pouvait pas gaspiller. Après le lycée, Charles était entré à HEC. Mon mari était si fier. Notre fils fera de grandes choses. Charles avait obtenu son diplôme avec les félicitations du jury. Il avait été recruté immédiatement par la Société Générale, ensuite Crédit Suisse, puis BNP Paribas. Il grimpait les échelons avec une facilité déconcertante. « Comment tu fais, Charles ?» lui avais-je demandé un mardi, lors d'un de nos déjeuners. « Je fais quoi pour réussir comme ça ?» Il avait souri, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Je comprends ce que les gens veulent, et je le leur donne. Ou je leur fais croire que je le leur donne. C'est la même chose, au fond. Tu es heureux dans ton travail? Heureux? Il avait répété le mot comme s'il était étranger. Je suis efficace, c'est suffisant. Efficace, rationnel, systématique. Des mots que Charles utilisait tout le temps. Des mots qui ne laissaient aucune place à l'amour. Il y avait eu cette femme, Sandrine. Charles l'avait rencontrée lors d'un séminaire à Londres. Il me l'avait présentée un dimanche. Elle était adorable, douce, souriante, attentionnée. « Maman, je crois que c'est sérieux, » avait-il dit. J'avais pleuré de joie. Enfin mon fils allait connaître l'amour. Enfin il allait s'ouvrir à quelqu'un. Ils étaient restés ensemble 6 mois. Et puis un jour, Charles était venu déjeuner seul. Sandrine et moi, c'est terminé. « Oh, Charles, je suis désolée. Que s'est-il passé ?» Elle voulait des choses impossibles. Quelle chose? De l'émotion, de la spontanéité. Et il avait dit ces mots avec dédain. Elle voulait que je lui dise que je l'aimais tous les jours, que je sois jaloux quand elle parlait à d'autres hommes, que je ressente des choses. Mais Charles, c'est normal de ressentir des choses quand on aime quelqu'un. Il m'avait regardé. Pourquoi? Ce simple mot, pourquoi, dit avec une curiosité sincère, comme s'il me demandait pourquoi le ciel était bleu. Parce que c'est l'amour, Charles. L'amour, c'est ressentir. Je ne ressens pas comme vous, maman. Je n'ai jamais ressenti comme vous. Et franchement, il avait coupé un morceau de fromage avec précision. Je ne comprends pas pourquoi les gens accordent autant d'importance à quelque chose d'aussi irrationnel. J'aurais dû comprendre, j'aurais dû voir. Mais j'étais sa mère, et une mère voit toujours ce qu'elle veut voir. Quelque part, au-dessus de moi, j'ai entendu des bruits, des pas, la porte d'entrée qui s'ouvrait, qui se refermait. Charles était de retour. J'ai voulu crier, mais ma gorge ne produisait plus qu'un râle pathétique. J'ai entendu sa voix. Il parlait à quelqu'un. Oui, elle est partie rendre visite à une amie en Bretagne. Non, je ne sais pas exactement quand elle rentrera. Vous savez comment sont les vieilles dames. Elles perdent la notion du temps. Il mentait. Il mentait aux voisins avec le même ton calme, rationnel, efficace qu'il utilisait pour tout. Si vous avez besoin de la contacter, je peux lui transmettre un message.
Je viens vérifier la maison tous les jours. Vérifier la maison. Pas vérifier sa mère enfermée dans une cave sans eau. Vérifier la maison. Comme on vérifie un investissement. Les voix se sont éloignées. La porte s'est refermée. Le silence est revenu. Et avec lui, une clarté terrible. Charles n'allait pas me libérer. Charles attendait. Attendait que la nature suive son cours. Attendait que le problème se résolve tout seul. De manière rationnelle, efficace, systématique. Mes doigts ont trouvé quelque chose dans ma poche. La clé. La vieille clé en fer de la despensa. Je l'avais gardée, mais elle ne servait à rien. Elle ouvrait de l'extérieur, pas de l'intérieur. J'ai serré cette clé dans ma main jusqu'à ce que le métal s'enfonce dans ma paume. Et j'ai prié. Prié pour que quelqu'un, quelque part, remarque que je n'étais pas partie en Bretagne. Prié pour qu'il reste, dans ce monde rationnel et froid, un peu de cette humanité que mon fils n'avait jamais connue. Je ne sais plus à quel moment j'ai cessé d'être Oriane de Vigny pour devenir simplement un corps qui souffre. La soif n'est pas comme la faim. La faim, on peut l'ignorer pendant des jours. Elle gronde, elle tire, mais elle reste en arrière-plan. La soif, elle, occupe tout l'espace. Elle devient vous. Chaque pensée, chaque battement de cœur, chaque respiration qui assèche un peu plus votre bouche. Ma langue était devenue du cuir. Mes lèvres saignaient. Quand j'essayais d'avaler, c'était comme du verre pilé dans ma gorge. Le 3e jour, j'étais presque sûre maintenant que c'était le 3e jour, j'ai commencé à entendre des voix. Pas des voix réelles, pas les voix des voisins ou de Charles, les voix de ma vie, les voix des morts. La première voix était celle de ma mère. Elle était morte quand j'avais 23 ans, juste avant mon mariage. Un accident de voiture sur l'autoroute A6. Brutal, instantané. Je n'avais même pas eu le temps de lui dire au revoir. « Oriane, ma chérie, tu fais toujours ça. » Sa voix était douce, inquiète, comme elle l'avait toujours été. « Faire quoi, maman? Tu fermes les yeux sur ce qui te fait peur. Tu as toujours fait ça, même enfant. Tu te souviens de ce chien dans la rue? Celui qui aboyait après toi tous les matins? » Je me souvenais. Un berger allemand appartenant à un voisin. Il grognait chaque fois que je passais devant leur portail pour aller à l'école. Tu faisais semblant qu'il n'était pas là. Tu marchais les yeux fixés droit devant, en fredonnant une chanson. Tu pensais que si tu ne le voyais pas, il ne te verrait pas non plus. Ça marchait. Non, ma chérie, ça ne marchait pas. Le chien était toujours là. Ta peur était toujours là. Tu avais juste appris à ne pas la regarder. J'ai pleuré. Des larmes sèches qui brûlaient. Maman, j'ai peur. Je sais, mon ange, mais cette fois, tu ne peux pas fermer les yeux. La 2e voix était celle de mon mari. Pierre, mon Pierre. 52 ans de mariage. 52 ans de complicité, de tendresse, de quotidien partagé. Tu te souviens du jour où Charles est né? Oui. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Tu as dit que c'était notre miracle. Avant ça, à la sage-femme, quand elle a posé Charles sur ta poitrine. Je ne me souvenais pas. J'ai dit, il ne pleure pas. C'est normal? Et la sage-femme a ri. Elle a dit, certains bébés sont plus calmes que d'autres. C'est un bon signe. Mais Oriane, dans ses yeux, quoi? Elle ne le pensait pas? J'ai vu dans ses yeux qu'elle ne le pensait pas. Oui, Pierre, pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Pour la même raison que toi, tu n'as jamais parlé du chat de Madame Beaumont. Pour la même raison qu'on n'a jamais parlé de Sandrine qui pleurait au téléphone en te suppliant de lui expliquer ce qui n'allait pas chez Charles. Pour la même raison qu'on n'a jamais vraiment regardé notre fils. Parce que c'était notre fils. Oui, et on l'aimait, on l'aime, mais l'amour ne change pas ce que quelqu'un est, Oriane. L'amour ne répare pas ce qui est cassé depuis le début. Tu penses qu'il est cassé? Un long silence. Je pense qu'il est vide. J'ai dû m'évanouir encore. Quand je suis revenue à moi, j'avais tellement froid que mes dents claquaient. Ou peut-être était-ce la fièvre. Mon corps commençait à se consumer de l'intérieur. La déshydratation. J'avais lu un article là-dessus dans Le Figaro, il y a des années. Un article médical sur les réfugiés perdus dans le désert. Les étapes de la déshydratation sévère. D'abord, la soif intense. Puis, les maux de tête. La confusion. Les hallucinations. Ensuite, les organes commencent à lâcher. Les reins d'abord. Puis, le cœur. Combien de temps me restait-il? J'ai pensé à tous ces mardis, ces déjeuners hebdomadaires que j'attendais avec tant d'impatience. Charles arrivait toujours à midi pile, jamais en avance, jamais en retard. Il retirait son manteau, le pliait sur le dossier de la chaise. Il s'asseyait à la même place, celle qui avait été la sienne depuis l'enfance. Il parlait de son travail, des chiffres, des stratégies, des gens qu'il manipulait avec une habileté qu'il décrivait avec fierté.
Mon supérieur pensait me bloquer pour une promotion. J'ai découvert qu'il avait une maîtresse. Je n'ai rien dit à personne. Mais lui le sait. Maintenant, il signe tout ce que je lui demande. Charles, ce n'est pas... Pas quoi, maman? Pas éthique? Il avait souri. L'éthique est un luxe pour ceux qui peuvent se le permettre. Je changeais de sujet. Toujours. Je lui demandais s'il voyait quelqu'un, s'il sortait, s'il était heureux. Je vais bien, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais je m'inquiétais. Bien sûr que je m'inquiétais. Mon fils de 42 ans vivait seul dans un appartement du 16e arrondissement. Un appartement que je n'avais vu qu'une seule fois. Blanc, minimaliste, froid. Pas une photo. Pas un objet personnel. Juste des meubles fonctionnels et des livres de finances. Tu pourrais mettre quelques photos, Charles. Ça rendrait l'endroit plus chaleureux. Pourquoi? Parce qu'une maison doit être vivante. Ce n'est pas une maison, maman. C'est un lieu où je dors. Un lieu où je dors. Pas un foyer, pas un refuge. Juste une fonction. Il y avait eu aussi ce moment, il y a 3 ans. Un mardi comme les autres. Charles m'avait parlé d'une collègue, Amélie. Elle organisait un pot de départ à la retraite pour un directeur. Elle a demandé à tout le monde de contribuer. 20 € par personne. Tu as donné? Non? Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas ce directeur. Il n'a jamais rien fait pour moi. Pourquoi je paierais pour célébrer quelqu'un qui m'est indifférent? Charles, c'est une question de politesse. De vivre ensemble. Vivre ensemble? Il avait posé sa fourchette. Maman, vivre ensemble est un mensonge que les gens se racontent pour ne pas voir la vérité. Quelle vérité? Que chacun est seul. Que les relations sont des transactions. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Si l'échange n'est pas équitable, il n'y a aucune raison de le maintenir. Mais l'amour est la plus grande transaction de toutes. Les gens aiment parce qu'ils reçoivent quelque chose en retour. De la sécurité, du statut, de la validation. Personne n'aime gratuitement. Moi, je t'aime gratuitement. Il m'avait regardé, longtemps, avec cette expression que je ne savais jamais interpréter. Non, maman, toi, tu m'aimes parce que je suis ton fils, parce que ton identité de mère dépend de mon existence. Si j'avais été adoptée par quelqu'un d'autre à la naissance, tu ne penserais même pas à moi aujourd'hui. Ces mots m'avaient brisé le cœur. Charles, comment peux-tu penser une chose pareille? Parce que c'est logique. Logique. Toujours cette logique glaciale. Dans la cave, mes mains tremblaient. J'essayais de me lever, mais mes jambes ne me portaient plus. Je suis retombée contre le mur. Quelque chose de chaud coulait sur mon menton. Du sang. Je m'étais mordu la lèvre sans m'en rendre compte. J'ai léché le sang, désespérément, cherchant une goutte d'humidité. N'importe quoi pour apaiser cette soif qui me dévorait. Il y avait eu des signes, tellement de signes. Cette fois où Charles avait 14 ans. Nous étions en vacances en Normandie. Une petite maison que nous louions chaque été à Deauville. Un soir, mon mari était rentré de la plage plus tôt que prévu. Il était pâle. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir Charles sur la digue. Et alors, il observait une mouette. Elle s'était blessée. Une aile cassée, je crois. Elle ne pouvait plus voler. Mon Dieu, le pauvre animal. Oriane. Il la regardait agoniser. Pendant 15 minutes, sans bouger. Juste en l'observant. Peut-être qu'il ne savait pas quoi faire. Non, mon mari avait secoué la tête. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il étudiait sa souffrance. Comme on étudie une expérience scientifique. Tu exagères. J'aimerais. Ce soir-là, nous avions eu notre première vraie dispute sur Charles. Il faut qu'on l'emmène voir quelqu'un. Un psychologue. Un psychologue? Pierre, tu es fou? Notre fils est brillant. Il a d'excellentes notes. Justement. Il a d'excellentes notes parce qu'il sait ce qu'on attend de lui. Il joue le rôle parfaitement. Mais derrière, il n'y a rien. Comment peux-tu dire ça de ton propre fils? Parce que je le vois, Oriane. Je vois ce que tu refuses de voir. Nous n'avions jamais emmené Charles voir un psychologue. Mon mari n'en avait plus jamais reparlé. Mais parfois, je le surprenais à observer Charles, avec une tristesse immense dans les yeux. La tristesse d'un père qui sait qu'il a perdu son fils avant même de le connaître vraiment. J'ai entendu des bruits à l'étage, des pas. Charles était de retour. J'ai voulu crier, mais ma voix était partie. Je ne produisais plus qu'un gémissement pathétique. Il marchait dans la cuisine. J'entendais l'eau couler. L'eau. Mon Dieu, l'eau. Il se servait un verre d'eau, au-dessus de ma tête. Pendant que je mourais de soif dans sa cave, les larmes sont venues. Des larmes sans eau. Juste la douleur dans ma gorge, dans ma poitrine. Charles, ai-je murmuré dans le noir. Pourquoi? Mais je connaissais la réponse. Parce que j'étais devenu un obstacle.
parce que cette femme qu'il avait rencontrée voulait la maison, parce que j'avais refusé de signer ses papiers, parce que dans son monde rationnel, efficace, systématique, il n'y avait pas de place pour une vieille mère qui s'accrochait à sa maison, à ses souvenirs, à sa vie. J'étais un problème. Et Charles résolvait les problèmes, de la manière la plus efficace possible. Je me demande encore si j'aurais dû voir les signes plus tôt. Et vous, avez-vous déjà ignoré quelque chose d'important chez quelqu'un que vous aimiez, parce que la vérité était trop difficile à accepter? Qu'auriez-vous fait à ma place? Il existe un moment, dans la déshydratation sévère, où le corps cesse de lutter, où il accepte. C'est un moment étrange, presque paisible. La douleur devient distante, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. J'étais étendue sur le sol en pierre, et je ne sentais plus le froid. C'était mauvais signe, je le savais. Quand on cesse de sentir le froid, c'est que le corps abandonne. Mais dans cet abandon, il y avait une clarté nouvelle, comme si mon cerveau, sachant qu'il lui restait peu de temps, décidait de me montrer tout ce que j'avais refusé de voir pendant 70 ans. La 3e nuit, ou peut-être était-ce déjà la 4e, je ne savais plus, j'ai revu la nuit où tout avait vraiment basculé. C'était il y a 8 ans, 2 mois avant la mort de mon mari. Pierre était à l'hôpital. Le cancer du pancréas l'avait rongé en 4 mois. Les médecins disaient qu'il lui restait quelques semaines, peut-être quelques jours. Charles venait le voir tous les soirs, 20 heures précises. Il restait 15 minutes, jamais plus, jamais moins. « Tu ne veux pas rester un peu plus longtemps avec ton père ?» lui avais-je demandé un soir. « J'ai du travail qui m'attend, maman. » Papa comprend. Papa comprenait. Mais ce soir-là précis, quelque chose s'était passé. J'étais sortie chercher un café à la machine du couloir. Quand je suis revenue, j'ai entendu des voix dans la chambre. Mon mari parlait. Sa voix était faible, mais déterminée. Je me suis arrêtée derrière la porte. Je ne voulais pas interrompre. « Charles, il faut que je te dise quelque chose. »« Oui, papa. J'ai changé mon testament. » Un silence. « Comment ça, changer ?»« La maison. Je l'ai mise en viager occupée pour ta mère. Elle pourra y vivre jusqu'à sa mort. »« Je sais, papa. Tu me l'as déjà dit. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai ajouté une clause. Si ta mère décède de mort non naturelle dans les 10 ans qui suivent mon décès, la maison ne te revient pas. Elle ira à une fondation. » Mon sang s'était glacé. Pourquoi mon mari mettait-il une clause pareille? « Papa, qu'est-ce que tu insinues ?» La voix de Charles était parfaitement calme. Trop calme. « Je n'insinue rien. Je protège ta mère. » La protéger de qui? De toi. Le silence qui a suivi était assourdissant. « Tu penses que je ferais du mal à maman? Non. Je pense que tu ferais ce qui te semble rationnel. Et je veux m'assurer que ta mère reste en vie dans ton équation rationnelle. Papa, tu es sous morphine. Tu dis des choses absurdes. Charles. » Mon mari toussait. « Je t'ai observé toute ta vie. Je sais ce que tu es. Je ne te juge pas, mais je ne laisserai pas ta mère devenir un problème à résoudre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu sais, tu as toujours su, depuis tout petit, tu es différent. Il n'y a personne derrière tes yeux, Charles. » Il n'y a jamais eu personne. J'avais dû faire du bruit, parce que la conversation s'était arrêtée net. J'étais entrée, le café tremblant dans ma main. « Pierre, tu as besoin de quelque chose ?» Mon mari m'avait regardé avec une tendresse infinie. « Non, ma chérie, tout va bien. » Charles partait justement. Charles s'était levé. Il avait embrassé mon front, comme toujours, le geste parfait du fils parfait. « À demain, maman. » Mais en sortant, il s'était retourné vers son père. Et dans ses yeux, j'avais vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la haine, froide, pure, calculée. Mon mari était mort 6 semaines plus tard. Je n'avais jamais reparlé de cette conversation. Je m'étais convaincue que j'avais mal entendu, que la morphine faisait délirer Pierre, qu'il était injuste avec Charles. Mais maintenant, étendu sur ce sol glacial, je comprenais. Mon mari avait essayé de me protéger. Et pendant 8 ans, cette clause avait fonctionné. Pendant 8 ans, Charles n'avait pas osé, parce que si je mourais de mort non naturelle, il perdait tout. Mais maintenant, 8 ans avaient repassé. La clause n'était plus valide. Et Charles pouvait agir, rationnellement, efficacement, systématiquement. J'ai essayé de me lever, de ramper jusqu'à la porte, mais mon corps ne répondait plus. Mes bras tremblaient, mes jambes étaient du plomb. « Pierre, ai-je murmuré dans le noir, tu avais raison, tu as toujours eu raison. » Il y avait eu un autre moment, quelques mois après la mort de mon mari. Charles était venu déjeuner. C'était notre 2e ou 3e mardi ensemble. J'avais fait un gratin dauphinois, le préféré de Pierre.
En servant Charles, j'avais éclaté en sanglots. Pardon, pardon. C'est juste que ton père adorait ce plat. Charles avait attendu que je finisse de pleurer. Puis il avait dit « Maman, papa est mort. Pleurer ne le ramènera pas. Je sais, mais les émotions sont un choix. Tu choisis de souffrir. Tu pourrais choisir autre chose. Charles, ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne choisit pas d'être triste quand on perd quelqu'un qu'on aime. Pourquoi pas? Le cerveau est une machine. On peut le reprogrammer. Le cerveau n'est pas qu'une machine. Le cœur est un muscle qui pompe du sang. Rien d'autre. J'avais regardé mon fils. Vraiment regardé. Charles, tu as pleuré quand papa est mort? Un silence. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune raison de pleurer. Papa était malade. La mort était inévitable. Pleurer n'aurait servi à rien. Mais tu l'aimais? Il avait réfléchi. Longtemps. Comme s'il cherchait la bonne réponse dans un manuel. Je reconnais qu'il était mon père. Qu'il m'a fourni ce dont j'avais besoin pour grandir. Est-ce que c'est ça, l'amour? Mon Dieu. Mon Dieu. Mon fils ne savait pas ce qu'était l'amour. Il ne l'avait jamais su. J'ai pensé à tous ces livres que j'avais lus sur la psychologie. Ces articles dans Elle et Marie-Claire sur les enfants difficiles. Les termes que je n'avais jamais osé prononcer. Psychopathie, sociopathie, troubles de la personnalité antisociale. Des mots terribles. Des diagnostics qu'aucune mère ne veut entendre. Mais les signes avaient toujours été là. L'absence d'empathie, le charme superficiel, la manipulation, l'incapacité à former de véritables liens émotionnels. La vision du monde comme un ensemble de transactions. Mon fils n'était pas méchant. Il était vide. Et dans ce vide, il n'y avait pas de place pour moi. Il devait être très tard maintenant. Ou très tôt. Je ne savais plus. J'entendais des bruits dehors. Une voiture qui passait. Le bruit lointain d'une sirène. La vie continuait. Là-haut. Pendant que je mourais ici. En bas. Quelqu'un, ai-je murmuré. S'il vous plaît. Quelqu'un. Mais personne ne pouvait m'entendre. Charles avait pensé à tout. Il avait dit aux voisins que j'étais partie en Bretagne. Il venait vérifier la maison, tous les jours, jouant le rôle du fils attentionné. Personne ne chercherait, personne ne s'inquiéterait. Pas avant des semaines, peut-être des mois. Et quand on me retrouverait enfin, on conclurait à un accident tragique. Une vieille dame enfermée par erreur dans sa propre cave. Ces choses arrivent. Charles pleurerait aux funérailles. Il dirait les mots justes. Il jouerait le fils dévasté à la perfection. Et ensuite, il vendrait la maison. 2 millions d'euros, peut-être 3, pour un hôtel particulier avenue Foch. De quoi s'installer confortablement avec sa nouvelle compagne. Problème résolu. Efficacement. Mes pensées dérivaient. Je voyais des images, des fragments de ma vie. Ma mère me coiffant pour mon premier jour d'école. Mon père m'apprenant à faire du vélo dans le jardin du Luxembourg. Pierre me demandant en mariage sous les arcades de la place des Vosges. Notre nuit de noces dans ce petit hôtel de l'île Saint-Louis. La naissance de Charles. Mon Dieu, la naissance de Charles. Ce moment où il l'avait posé sur ma poitrine et où j'avais pensé « quelque chose ne va pas ». Mais j'avais chassé cette pensée immédiatement. Parce qu'on ne pense pas des choses pareilles de son nouveau-né. On ne se dit pas « cet enfant est froid », même quand il l'est. J'ai entendu des pas au-dessus. Charles, encore, il marchait dans la maison. Sa maison maintenant, dans sa tête. Il préparait probablement déjà les travaux, les rénovations. Il effaçait ma présence pièce par pièce. Ma chambre deviendrait un bureau. Le salon serait repeint, blanc, minimaliste, comme son appartement. Les photos de famille seraient jetées. La porcelaine de Limoges donnée à Emmaüs. Les meubles de mon arrière-grand-père vendus à Drouot. Tout ce qui racontait notre histoire serait effacé. Parce que pour Charles, l'histoire n'avait aucune valeur. Seul le présent comptait. Seule l'efficacité comptait. Il y avait eu ce dîner, il y a 2 ans. Un dîner de Noël. J'avais invité Charles. J'avais cuisiné pendant 2 jours. Foie gras, chapon au marron, bûche glacée. Il était arrivé avec 1 heure de retard. Pardon, maman. Réunion qui s'est prolongée. Nous nous étions mis à table. J'avais sorti les bougies, la nappe brodée, les couverts en argent. C'est notre premier Noël sans papa, avais-je dit doucement. Oui. Tu ne trouves pas que la maison est vide sans lui? Non. Sa réponse était tombée comme une pierre. Charles. Quoi? Tu veux que je dise que je ressens quelque chose que je ne ressens pas? À quoi ça servirait? Ça servirait à partager, à ne pas être seul dans notre peine. Toi, tu as de la peine, pas moi. On ne partage pas quelque chose qui n'existe pas. J'avais regardé mon fils manger son foie gras avec des gestes précis, méthodiques, et j'avais compris que j'étais seule à cette table.
terriblement seule, même avec Charles assis en face de moi. Quelque chose de chaud coulait sur ma tempe, du sang probablement. J'avais dû me cogner la tête sans m'en rendre compte. Mes yeux ne focalisaient plus, tout était flou. Même dans le noir, je sentais que ma vision se désintégrait. Mes reins avaient probablement cessé de fonctionner. Mon cœur battait de manière irrégulière, trop vite, puis trop lent. « Pierre », ai-je murmuré, « attends-moi. Peut-être que la mort n'était pas si terrible. Peut-être que de l'autre côté, je retrouverais mon mari, mes parents, tous ceux que j'avais aimés, tous ceux qui savaient ce qu'était l'amour. Mais alors, dans ce moment de semi-conscience, j'ai entendu quelque chose, un bruit différent, pas les pas de Charles, autre chose, une voiture qui se garait, des portières qui claquaient, des voix, plusieurs voix. Avenue Foch, numéro 47, signalement d'un voisin, n'a pas été vu depuis 4 jours. Mon cœur a bondi. Quelqu'un était venu, quelqu'un avait remarqué. J'ai essayé de crier, mais seul un gémissement pathétique est sorti de ma gorge. Des coups à la porte, forts, insistants. « Police, ouvrez !» La police. Mon Dieu, la police était là. J'ai entendu Charles ouvrir. Sa voix, calme, posée, légèrement surprise. « Messieurs, je peux vous aider ? Charles de Vigny ? Oui, c'est moi. Où est votre mère ? Ma mère ? Elle est en voyage, en Bretagne, chez une amie. Quel est le nom de cette amie ? Un silence, imperceptible. Mais j'ai senti l'hésitation. Je ne me souviens plus exactement. Une amie d'enfance. Elle ne se voyait plus depuis longtemps. Monsieur de Vigny, un de vos voisins nous a signalé qu'il n'avait pas vu votre mère depuis plusieurs jours. Il dit que c'est inhabituel, que Madame de Vigny sortait tous les matins acheter son pain. C'est vrai, mais elle m'a dit qu'elle avait besoin de s'évader un peu. Depuis la mort de mon père, nous aimerions vérifier qu'elle va bien. Vous avez son numéro de téléphone ? Bien sûr, mais elle a du mal avec son portable. Elle oublie souvent de le recharger. J'ai entendu des pas. Plusieurs personnes entraient dans la maison. Vous permettez qu'on jette un œil ? Je ne comprends pas. Vous avez un mandat ? Nous n'en avons pas besoin si vous nous autorisez l'accès. Vous refusez ? Un autre silence. Charles calculait, pesait les options, mesurait les risques. Non, bien sûr que non. Allez-y, mais vous perdez votre temps. Ma mère n'est pas ici. Des pas dans l'escalier, dans les chambres, dans le salon. Il y a une cave ? Mon cœur a explosé. Oui, mais il n'y a rien en bas, juste des cartons. Ma mère n'y descend jamais. On peut vérifier quand même ? J'ai entendu les pas descendre l'escalier en pierre, se rapprocher. J'ai rassemblé toutes mes forces, toute l'énergie qui me restait, et j'ai tapé contre la porte, faiblement. Un bruit à peine audible. Mais ils l'ont entendu. Vous avez entendu ça ? Il y a une porte ici. Elle est fermée à clé. C'est juste la despensa. Un vieux débarras. Personne n'y va jamais. Ouvrez-la. Je n'ai pas la clé sur moi. Enfoncez-la. Le bruit du bois qui cède. C'est un son que je n'oublierai jamais. Le craquement sec de la porte en chaîne sous les coups d'épaule d'un policier. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis la lumière. Une lumière aveuglante après 3 jours de noir absolu. J'ai fermé les yeux, incapable de supporter cette agression soudaine. Bon Dieu, il y a quelqu'un. Des mains sur mes épaules. Douces, urgentes. Madame ? Madame, vous m'entendez ? J'ai essayé de parler, mais ma gorge ne produisait qu'un râle. Appelez le SAMU. Tout de suite. Des bruits de pas précipités. Des voix qui se chevauchaient. Madame de Vigny ? C'est vous ? J'ai hoché la tête, faiblement. Mon Dieu, depuis combien de temps êtes-vous ici ? J'ai levé 3 doigts. Mes mains tremblaient tellement que je n'étais pas sûre qu'ils comprennent. 3 jours ? 3 jours enfermés ici ? J'ai hoché la tête à nouveau. Un policier s'est retourné vers l'escalier. « Monsieur de Vigny, descendez immédiatement !» Charles est descendu lentement, chaque marche mesurée. Même maintenant, même face à l'évidence, il contrôlait ses mouvements. Quand il est apparu dans l'encadrement de la porte, son visage était un masque parfait de surprise et d'inquiétude. « Maman ? Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Si je n'avais pas été à moitié morte, j'aurais ri de l'absurdité de sa performance. « Ah, ne bougez pas !» a dit un policier en le retenant par le bras. « On a des questions à vous poser. »« Je ne comprends pas. Maman, tu m'avais dit que tu partais en Bretagne. Monsieur de Vigny, votre mère a été enfermée dans cette cave pendant 3 jours sans eau. C'est impossible. Il doit y avoir une explication. La porte a dû se bloquer. Maman, tu as dû t'enfermer par accident et... La porte était verrouillée de l'extérieur, a coupé le policier. Sa voix était glaciale.
avec un verrou que seule une personne à l'extérieur peut actionner. Charles a cligné des yeux. Une fraction de seconde. C'était la seule fissure dans son masque. Mais qui aurait fait une chose pareille? Un autre policier s'est avancé, plus âgé, des cheveux gris, des yeux qui avaient tout vu. Les ambulanciers arrivent. On reprendra cette conversation au commissariat. Au commissariat? Mais pourquoi? Je suis victime, moi aussi. Quelqu'un s'est introduit dans notre maison et a enfermé ma mère. C'est horrible, il faut enquêter. Oh, nous allons enquêter, monsieur de Vigny. Croyez-moi. Les ambulanciers sont arrivés avec une civière. Un jeune homme et une femme en uniforme bleu. Madame, je suis Sophie. On va prendre soin de vous. Ils ont essayé de me soulever, mais mes jambes ne répondaient plus. Ils ont dû me porter. En passant devant Charles, nos regards se sont croisés. J'ai cherché quelque chose dans ses yeux. Du remords, de la peur, de la honte. Mais il n'y avait rien. Juste du calcul. Il était déjà en train d'élaborer sa prochaine stratégie, sa prochaine défense, son prochain mensonge rationnel et efficace. L'ambulance filait dans les rues de Paris. Les sirènes hurlaient. Sophie me tenait la main pendant que son collègue installait une perfusion. « Ne buvez pas trop vite », disait-il en approchant une compresse humide de mes lèvres. « Votre corps doit se réhabituer doucement. L'eau, même quelques gouttes, c'était le paradis et l'enfer à la fois. Ma gorge brûlait, mais mon corps réclamait. « Madame de Vigny, vous m'entendez ?» J'ai hoché la tête. « Qui vous a enfermé ?» J'ai essayé de parler, de former les mots, mais ma voix était partie. Seul un murmure rauque sortait. « Ne forcez pas, on a le temps. » Mais je devais parler. Je devais leur dire avant que Charles n'élabore une histoire parfaite, irréfutable, avec des témoins et des alibis fabriqués de toutes pièces. J'ai avalé. Ça faisait mal. Mon fils... Sophie s'est penchée plus près. Votre fils a fait ça? J'ai hoché la tête. Les larmes coulaient sur mes joues. Il voulait... la maison. La maison? Il voulait hériter de la maison? J'ai hoché la tête encore. Le collègue de Sophie a noté quelque chose sur une tablette. On transmet ça à la police immédiatement. L'hôpital Cochin. Service des urgences. Les médecins se sont précipités. Termes médicaux lancés rapidement. Déshydratation sévère. Insuffisance rénale aiguë. Hypothermie modérée. Tension à 8,5. On m'a transféré aux soins intensifs. Des tuyaux, des machines, des bips constants. Un médecin s'est penché vers moi. La cinquantaine. Des rides de gentillesse autour des yeux. Madame de Vigny, je suis le docteur Moreau. Vous êtes en sécurité maintenant. On va vous réhydrater lentement. Vos reins sont très abîmés, mais ils devraient récupérer. Vous avez eu de la chance. Quelques heures de plus et... Il n'a pas fini sa phrase. Quelques heures de plus et je serai morte. Exactement comme Charles l'avait calculé. La police est venue me voir quelques heures plus tard. J'étais plus lucide. La perfusion avait fait des miracles. C'était le même policier aux cheveux gris. Il s'est présenté. « Commandant Mercier, brigade criminelle. Je sais que vous êtes fatiguée, Madame de Vigny, mais j'aurais besoin que vous me racontiez exactement ce qui s'est passé. » J'ai parlé. Ma voix était encore faible, cassée, mais les mots sortaient. Je lui ai tout raconté. Le déjeuner du mardi, les papiers que Charles voulait me faire signer, la descente à la cave, la porte qui se referme, les 3 jours dans le noir. Mercier prenait des notes. « Votre fils est venu vérifier la maison pendant ces 3 jours? » Oui, je l'entendais marcher au-dessus de moi. Il savait que vous étiez là. Bien sûr qu'il savait. C'est lui qui m'a enfermé. Il dit que vous lui aviez annoncé partir en Bretagne, qu'il pensait que la maison était vide. C'est un mensonge. Il dit que quelqu'un d'autre a dû s'introduire dans la maison et vous enfermer, que lui-même est une victime. J'ai fermé les yeux, évidemment. Bien sûr que Charles dirait ça. Commandant, mon fils a attendu 8 ans pour faire ça. 8 ans? Pourquoi 8 ans? Et je lui ai parlé du testament, de la clause que mon mari avait ajoutée, de la protection qui expirait après 10 ans mais qui, dans l'esprit de mon mari, valait surtout pour les premières années. Mercier a relevé la tête. Vous avez une copie de ce testament? Chez mon notaire, Maître Dubois, rue de Rivoli. On va le contacter immédiatement. Charles a été interrogé pendant 6 heures au commissariat. J'ai appris plus tard, par Mercier, comment ça s'était passé. Mon fils avait été parfait, calme, coopératif, légèrement choqué mais rationnel. Il avait répété son histoire sans varier d'un mot. Sa mère lui avait annoncé partir en Bretagne. Il venait vérifier la maison quotidiennement parce qu'il était un fils attentionné. Il ne comprenait pas comment elle avait pu se retrouver enfermée. Peut-être un cambrioleur? Quelqu'un qui en voulait à la famille? Vous avez les clés de la maison? Avait demandé Mercier. Oui, papa me les avait données il y a des années.
Y compris la clé de la cave? Oui. Où sont ces clés en ce moment? Dans ma poche. On peut les voir? Charles avait sorti son trousseau. Mercier les avait examinées. Il y a une clé qui ressemble à une vieille clé de cave, en fer, assez lourde. C'est exact. C'est la clé de la despensa? Je suppose. Je ne descends jamais dans cette partie de la cave. Mercier avait fait un signe à un autre policier qui avait apporté un sac de preuves. À l'intérieur, la clé que j'avais cherchée dans le tiroir de la cuisine. La clé que j'avais donnée à Charles. Madame de Vigny dit qu'elle vous a donné cette clé juste avant de descendre à la cave avec vous. Ma mère se trompe, ou elle est confuse. Elle a 70 ans. Parfois, elle mélange les souvenirs. Votre mère nous semble parfaitement lucide. Le traumatisme peut créer de faux souvenirs. C'est bien documenté. Charles citait des études, des recherches. Il transformait mon témoignage en symptômes psychiatriques. Monsieur de Vigny, si votre mère était partie en Bretagne, pourquoi n'avez-vous pas essayé de la joindre? Pendant 4 jours, vous n'avez jamais tenté de l'appeler? Une pause, infime. Mais Mercier l'avait remarqué. Je voulais lui laisser de l'espace. Elle avait dit qu'elle avait besoin de temps, seule. 4 jours sans nouvelles de votre mère de 70 ans, et ça ne vous a pas inquiété? Ma mère est une femme autonome, mais suffisamment fragile, selon vous, pour créer de faux souvenirs suite à un traumatisme? Charles avait soutenu le regard de Mercier sans ciller. Je veux un avocat. Maître Dubois est venu me voir à l'hôpital le lendemain. Il avait apporté le testament. Oriane, mon Dieu, quand j'ai appris... Je vais bien, Henri. Enfin, je vais survivre. Il a sorti les documents. Ses mains tremblaient légèrement. Pierre avait raison. Il a toujours eu raison. Vous étiez au courant? Pour la clause? Oui, c'est moi qui l'ai rédigée. Pierre est venu me voir seul. Il m'a fait promettre de ne rien vous dire. Il ne voulait pas vous effrayer. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Henri a regardé par la fenêtre. Dehors, Paris continuait de vivre, indifférente. Il m'a dit « Mon fils est dangereux. Je ne peux pas le changer. Je ne peux pas le guérir. Tout ce que je peux faire, c'est protéger Oriane. » Les larmes sont venues, chaudes, libératrices. Il savait. Il a toujours su. Pierre aimait Charles, mais il n'était pas aveugle. Et il vous aimait plus encore. Henri m'a tendu un mouchoir. La clause spécifie bien « mort non naturelle dans les 10 ans ». Mais elle inclut aussi toute tentative documentée de nuire à votre intégrité physique. Si Charles est reconnu coupable, même de séquestration, la maison ira à la Fondation Pierre de Vigny pour la recherche médicale. Pas un centime pour Charles. Mon mari avait créé une fondation, dans son testament, avec la maison comme dotation principale si jamais quelque chose vous arrivait. Pierre avait pensé à tout. Mon mari extraordinaire, qui observait notre fils avec cette tristesse infinie, avait construit un rempart juridique pour me protéger, même après sa mort. Le docteur Moreau est entré dans ma chambre en fin d'après-midi. « Madame de Vigny, j'ai de bonnes nouvelles. Vos reins reprennent lentement leur fonction. Vous allez vous en sortir. Merci, docteur. » Il s'est assis au bord du lit. Il avait quelque chose à me dire. Je le voyais dans ses yeux. « J'ai entendu votre fils dans le couloir ce matin. Il parlait à une infirmière. Mon cœur s'est serré. Charles est venu? Oui. Il voulait vous voir. Nous avons refusé. La police nous a demandé de ne pas le laisser entrer. Mais quoi? J'étais dans le bureau des infirmières, juste à côté. J'ai entendu leur conversation. Enfin, ce qu'ils disaient à l'infirmière. Qu'est-ce qu'ils disaient? Le docteur Moreau a hésité. Miss, il disait que vous aviez des problèmes de mémoire ces derniers mois, que vous oubliez des choses, que vous vous étiez perdu 2 fois en revenant du marché, que vous aviez commencé à raconter des histoires étranges sur votre défunt mari. Quoi? Mais c'est complètement faux. Je sais. Votre lucidité est parfaite. Vos tests cognitifs sont excellents pour votre âge. Mais il construisait déjà sa défense. Il plantait des graines de doute. Vous croyez qu'il aurait pu convaincre quelqu'un? Franchement, il était très convaincant, très calme, très rationnel? Oui, exactement. Il parlait de vous comme un médecin parlerait d'un patient, avec détachement clinique. C'est toute sa vie qu'il a été comme ça, docteur. Moreau a hoché la tête lentement. J'ai croisé beaucoup de gens dans ma carrière, des criminels, des malades mentaux, des gens brisés par la vie. Mais votre fils, il est différent. Il n'est pas brisé. Il est juste, vide. Oui, vide. Le soir, seul dans ma chambre d'hôpital, j'ai regardé Paris par la fenêtre, les lumières de la ville, les voitures qui passaient, les gens qui rentrèrent chez eux après une journée de travail ordinaire. J'avais failli mourir dans ma propre maison. Tué lentement, méthodiquement, par l'enfant que j'avais porté, nourri,
aimé pendant 42 ans. Comment en était-on arrivé là? Où avais-je failli? Nulle part, avait dit le docteur Moreau quand je lui avais posé la question. Certaines personnes naissent comme ça. Ce n'est la faute de personne. Mais j'étais sa mère. N'aurais-je pas dû voir plus tôt? N'aurais-je pas dû faire quelque chose? Sauf que Pierre avait vu, et même Pierre, avec toute son intelligence et sa lucidité, n'avait pas su quoi faire à part me protéger. Parce que comment protège-t-on quelqu'un de son propre enfant? Comment accepte-t-on qu'on a donné naissance à un étranger? Un infirmier est entré pour vérifier ma perfusion. Vous avez besoin de quelque chose, Madame de Vigny? Non, merci. Il allait partir quand je l'ai rappelé. En fait, si. Pourriez-vous appeler le commandant Mercier? Dites-lui que je veux tout lui raconter. Tout. Depuis le début. Depuis la naissance de Charles. Vous êtes sûr? Vous devriez vous reposer. Je me reposerai quand j'aurai dit la vérité. Toute la vérité. Il a hoché la tête et est sorti. J'ai fermé les yeux. Demain, je parlerai. Je raconterai tous ces moments que j'avais ignorés, minimisés, enfouis. Je témoignerai contre mon propre fils. Non pas par vengeance, mais parce que c'était la seule chose juste à faire, pour toutes les autres mères qui ferment les yeux, pour toutes les victimes futures que Charles pourrait faire, pour Pierre, qui m'avait protégé jusqu'au bout, et pour moi, pour la femme que j'avais failli cesser d'être dans cette cave glaciale. Les semaines qui ont suivi ma sortie de l'hôpital ont été les plus étranges de ma vie. J'étais vivante, mais je ne vivais pas vraiment. J'étais suspendue entre deux mondes, celui d'avant, où j'étais Oriane de Vigny, mère aimante d'un fils brillant, et celui d'après, où j'étais Oriane de Vigny, victime de ce même fils. La police m'avait installée dans un hôtel discret du Marais. Pour ma sécurité, disait-il. Charles était en liberté conditionnelle, avec interdiction de m'approcher. Mais Mercier ne prenait aucun risque. Les gens comme votre fils sont imprévisibles, m'avait-il dit. Tant que le procès n'est pas terminé, vous restez sous protection. Les journaux s'étaient emparés de l'affaire. Séquestré par son propre fils. Le drame d'une mère à Paris. Héritier pressé, il enferme sa mère pour récupérer un hôtel particulier. Avenue Foch. Derrière la façade bourgeoise, un crime glaçant. Je ne lisais pas les articles, mais mon avocat, Maître Fournier, me tenait informé. L'opinion publique est de votre côté, Oriane. Charles est dépeint comme un monstre. Il n'est pas un monstre, avais-je répondu doucement. C'est pire que ça. Les monstres ont des émotions. Lui n'en a pas. Maître Fournier, Élise de son prénom, était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux courts, poivre et sel, au regard perçant. Elle avait accepté de me défendre pro bono. Votre histoire m'a bouleversée, m'avait-elle confié lors de notre première rencontre. J'ai moi-même un fils. Je n'arrive pas à imaginer... Elle n'avait pas fini sa phrase. Personne ne finissait jamais ses phrases quand il s'agissait de Charles. L'instruction avait été rapide. Charles avait fini par être mis en examen pour séquestration, mise en danger de la vie d'autrui et tentative d'homicide avec préméditation. Tentative d'homicide. Ces mots résonnaient étrangement dans ma tête. Mon fils avait essayé de me tuer. Lentement, méthodiquement, rationnellement. Les preuves s'accumulaient. Les voisins témoignaient. Monsieur Arnaud, du numéro 45, avait vu Charles entrer et sortir de la maison tous les jours pendant ma séquestration. Il avait l'air parfaitement normal, avait-il dit à la police. Il m'a même salué une fois. Il m'a dit que sa mère était en voyage. Madame Chen, du numéro 49, avait trouvé étrange que je parte sans la prévenir. Madame de Vigny me disait toujours quand elle s'absentait. Elle me demandait d'arroser ses orchidées. Cette fois, rien. J'ai trouvé ça bizarre. C'est pour ça que j'ai appelé la police. C'était Madame Chen qui m'avait sauvée. Cette petite dame de 82 ans, mon aînée, qui remarquait les détails que personne d'autre ne voyait. Je lui avais rendu visite une semaine après ma sortie d'hôpital. Elle m'avait servi du thé dans sa cuisine lumineuse. Je savais que quelque chose n'allait pas, m'avait-elle dit de sa voix douce. Votre fils, il n'a jamais eu l'air de vraiment vous voir, même quand il vous regardait. Vous aviez remarqué? Oh oui, depuis des années, la façon dont il parlait de vous. Ma mère ceci, ma mère cela, mais jamais maman. Toujours ma mère, comme on dirait ma voiture ou ma maison. J'avais pleuré dans sa cuisine, et elle avait tenu ma main, cette main fripée mais forte, pendant que je laissais sortir toute la douleur accumulée pendant 70 ans. Le procès avait été fixé pour fin mars, 3 mois après mon enlèvement, 3 mois pendant lesquels j'avais dû apprendre à vivre avec l'idée que mon fils était un criminel. Que l'enfant que j'avais porté 9 mois dans mon ventre avait consciemment décidé de me laisser mourir de soif dans une cave. J'avais vu un psychiatre, le docteur Laurent,
recommandé par Mercier. Vous souffrez de stress post-traumatique, m'avait-il expliqué. C'est normal, vous avez vécu quelque chose d'extrêmement violent. Je ne dors presque plus. Les cauchemars? Non, pas exactement. C'est juste que, chaque fois que je ferme les yeux, je suis de nouveau dans cette cave. Dans le noir, ça va s'atténuer avec le temps. Mais il faut en parler. Il faut verbaliser. Alors j'avais parlé. Pendant des heures, des séances entières où je racontais Charles, son enfance, son adolescence, tous ces moments où j'aurais dû voir. Vous ne pouviez pas savoir, me répétait le docteur Laurent. Les psychopathes sont des experts en manipulation. Ils apprennent très jeunes à imiter les émotions, à jouer le rôle qu'on attend d'eux. Psychopathe, c'est le mot officiel? Techniquement, on parle de troubles de la personnalité antisociale. Mais oui, dans le langage courant, votre fils présente tous les critères. On peut les soigner? Un long silence. Non, on peut leur apprendre à mieux gérer certains comportements. Mais on ne peut pas leur donner ce qui leur manque fondamentalement. L'empathie. Février avait été particulièrement froid. Je marchais beaucoup dans Paris. Des heures et des heures. Le Marais, les quais de Seine, le jardin du Luxembourg. J'essayais de me reconnecter avec la ville que j'avais toujours aimée. Mais tout semblait différent, terni. Comme si la cave m'avait volé quelque chose que je ne pourrais jamais récupérer. Un jour, je suis retournée avenue Foch. Je ne sais pas pourquoi. Une pulsion, un besoin de confronter le lieu. La maison était vide, scellée par la police, les volets fermés, une bâche de police sur la porte d'entrée. J'ai regardé les fenêtres du 3e étage. La chambre de Charles, fermée à clé pendant tant d'années. Qui cachait-il? J'allais bientôt le savoir. La police avait perquisitionné. Ils avaient trouvé des choses qu'Élise refusait de me décrire au téléphone. On en parlera en face à face, avait-elle dit, la voix tendue. Nous nous étions retrouvés dans son cabinet, rue Saint-Honoré. Elle avait posé un dossier épais sur son bureau. Oriane, ce que je vais vous montrer est difficile. Dites-moi. Elle avait ouvert le dossier. Des photos, des documents. La police a fouillé la chambre de Charles, avenue Foch et dans son appartement du 16e. Et alors, ils ont trouvé des archives. Quel genre d'archives? Élise avait sorti une première photo, un classeur, étiqueté avec soin. Mère, vulnérabilité et levier. Mon sang s'était glacé. Qu'est-ce que c'est? Charles tenait un dossier sur vous, sur vos habitudes, vos routines, vos peurs, vos faiblesses. Elle avait tourné les pages. Je voyais des notes manuscrites, l'écriture parfaite de Charles. Mère dort mal depuis la mort de papa, prend des somnifères légers, pourrait être exploitée. Mère attache beaucoup d'importance aux traditions familiales, refuserait de vendre la maison. Obstacle majeur. Mère fait confiance facilement, idéalise les relations familiales, ne soupçonne jamais de malveillance. Chaque observation était datée. Certaines remontaient à plusieurs années. Il m'étudiait? Depuis des années. Élise avait sorti d'autres documents, des graphiques, des tableaux. Il a cartographié votre patrimoine, vos comptes bancaires, vos placements. Comment il a eu accès à tout ça? Vous ne vous rappelez pas lui avoir donné une procuration bancaire? Il y a 4 ans, je me souvenais, vaguement. J'avais été hospitalisée pour une grippe sévère. Charles avait insisté pour que je lui donne procuration au cas où. C'était temporaire. Il ne l'a jamais révoqué. Et vous n'avez jamais vérifié. Mon Dieu, il y a autre chose, avait continué Élise. Sa voix tremblait légèrement. Des dossiers sur d'autres personnes. Quelle personne? Sandrine, son ex-petite amie. Elle avait sorti un autre classeur. Sandrine Petit, profil psychologique et point de rupture. À l'intérieur, des notes détaillées, des photos, des copies de messages. Sandrine est émotive, réagit mal à l'indifférence, peut être manipulée par l'absence de validation. Test. Ignoré pendant 3 jours. Résultat, 12 appels, 8 messages. Dépendance confirmée. Rupture prévue, mars 2018. Stratégie, retrait progressif de l'affection jusqu'à ce qu'elle rompe elle-même. Plus propre, pas de conséquences sociales. J'avais eu envie de vomir. Il l'a manipulée comme une expérience de laboratoire? Ça ne s'arrête pas là? Élise avait sorti d'autres dossiers. Des collègues de travail. Des voisins. Même Madame Beaumont, notre ancienne voisine. Madame Beaumont, attachement excessif à son chat, pourrait être utilisé comme levier ou test de limite. Test de limite. Le chat blessé. Ce n'était pas de la cruauté enfantine. C'était une expérience, pour voir jusqu'où il pouvait aller sans conséquence. J'étais ressortie du cabinet d'Élise en état de choc. Charles n'avait pas juste essayé de me tuer.
Il avait passé toute sa vie à étudier les gens comme des objets, à les cataloguer, à identifier leurs faiblesses, à élaborer des stratégies pour les exploiter. J'avais marché jusqu'à Notre-Dame. Je m'étais assise sur un banc face à la cathédrale, encore en restauration après l'incendie. Un symbole peut-être, quelque chose de détruit qui se reconstruit lentement. Pouvais-je me reconstruire? Pouvais-je continuer à vivre en sachant que mon fils était ça? Un prédateur froid et méthodique qui portait le visage de l'enfant que j'avais aimé? Le soir, dans ma chambre d'hôtel, j'ai reçu un appel. Maître Fournier. Oriane, la défense de Charles vient de communiquer sa stratégie. Quelle stratégie? Ils vont plaider l'aliénation mentale de votre part. Quoi? Selon eux, vous souffrez de démence sénile précoce. Vous vous seriez enfermé vous-même dans la cave par confusion. Charles serait innocent. Pire, il serait lui-même une victime de vos accusations délirantes. Mais c'est insensé. J'ai 70 ans et tous mes tests cognitifs sont parfaits. Je sais. Mais ils vont présenter des témoins. Des gens qui diront que vous aviez des comportements étranges ces dernières années. Quels gens? Charles a fourni une liste. Des commerçants du quartier. Une ancienne femme de ménage. Un médecin. Quel médecin? Le docteur Valentin. Il dit vous avoir examiné il y a 6 mois. Il aurait noté des signes de confusion. Mais je n'ai jamais consulté le docteur Valentin. Mon médecin, c'est le docteur Arnoux. Charles dit vous avoir accompagné chez Valentin pour un deuxième avis. C'est faux. Je vous crois, Oriane. Mais ils vont produire des documents, des ordonnances, des notes médicales. J'ai compris. Charles avait fabriqué des preuves. Il avait construit, pendant des mois, peut-être des années, un dossier pour me faire passer pour folle. Au cas où son plan échouait, au cas où il serait découvert. Il avait toujours une stratégie de secours. Toujours. Mars était arrivé. Le procès approchait. Élise m'avait préparé. Des heures de répétition, de questions, de mise en situation. La défense va essayer de vous déstabiliser. Ils vont remettre en question votre mémoire, votre lucidité. Ils vont suggérer que vous en voulez à Charles pour des raisons irrationnelles. Vous devez rester calme, posé, factuel. Je ne sais pas si j'en suis capable. Vous l'êtes. Vous êtes la femme la plus forte que je connaisse. Vous avez survécu à 3 jours dans cette cave. Vous survivrez à ce procès. J'avais revu le docteur Laurent la veille du procès. Comment vous sentez-vous? Terrifié. C'est normal. Demain, vous allez affronter votre fils. L'homme qui a essayé de vous tuer. Mais vous allez aussi, enfin, dire la vérité. Toute la vérité. Et si personne ne me croit? Les preuves sont accablantes, Oriane. Les voisins. Les relevés téléphoniques qui montrent que Charles n'a jamais essayé de vous joindre. Le testament qui révèle son mobile. Les dossiers retrouvés chez lui. Vous allez gagner. Ce n'est pas de gagner dont j'ai besoin. De quoi alors? De comprendre. De comprendre comment j'ai pu donner naissance à ça. Le docteur Laurent m'avait regardé avec une infinie compassion. Vous n'avez pas donné naissance à ça. Vous avez donné naissance à un enfant. Ce que cet enfant est devenu, ce n'est pas votre faute. Alors la faute de qui? De personne. Ou de la nature. Ou de quelque chose dans son cerveau que nous ne comprenons pas encore. Mais pas de vous. Le soir, j'ai ouvert un vieux carton que j'avais récupéré de la maison. Des photos de famille. Charles bébé. Joufflu. Les yeux grands ouverts. Charles enfant. Sage dans son uniforme d'école. Charles adolescent. Beau. Distant. Charles adulte. Impeccable. Vide. J'ai regardé ces photos pendant des heures, cherchant un signe, une trace, un moment où j'aurais pu changer quelque chose. Mais il n'y en avait pas. Ou peut-être qu'il y en avait des centaines et que je les avais tous manqués. J'ai rangé les photos. Demain, je témoignerai. Demain, je raconterai l'histoire de Charles de Vigny. Non pas l'histoire qu'il voulait qu'on raconte, mais la vraie, celle d'un enfant né sans empathie dans un monde qui exigeait de l'amour, et d'une mère qui avait mis 70 ans à accepter que l'amour ne pouvait pas tout guérir. Le palais de justice de Paris est un bâtiment qui impose le respect. Ses hautes colonnes, ses plafonds voûtés, ses couloirs résonnants où des siècles d'histoire judiciaire semblent murmurer aux murs. J'y suis entré le 22 mars, accompagné d'Élise et du commandant Mercier. Il y avait des journalistes partout, des caméras, des flashs. Madame de Vigny, un mot pour France 2. Comment vous sentez-vous à l'idée de confronter votre fils? Pensez-vous qu'il sera condamné? Élise me protégeait de son corps, écartant les micros tendus. Laissez-la passer. Elle n'a rien à déclarer. Nous avons franchi les contrôles de sécurité, monté les escaliers de marbre, traversé des couloirs interminables. Et puis, la salle d'audience, salle numéro 7, 2e étage. C'était une pièce imposante, des boiseries sombres, des bancs en chêne,
Une estrade où siégeaient 3 juges, la présidente, Madame Leroux, encadrée de 2 assesseurs. Les bancs du public étaient pleins. Des curieux, des journalistes autorisés, quelques visages que je reconnaissais. Madame Chen, Monsieur Arnaud, Maître Dubois et Charles. Il était assis au banc des accusés, flanqué de ses 2 avocats, Maître Beaumont et Maître Girard, les meilleurs pénalistes de Paris, les plus chers aussi. Où avait-il trouvé l'argent? J'ai appris plus tard qu'il avait hypothéqué son appartement, tout misé sur ce procès. Parce que s'il gagnait, il récupérait la maison. 3 millions d'euros, de quoi rembourser 100 fois ses dettes. Il portait un costume sombre, une cravate discrète, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son visage impassible. Quand je suis entré, il a tourné la tête vers moi. Nos regards se sont croisés. J'ai cherché quelque chose, n'importe quoi, du remords, de la peur, de la colère même. Mais il n'y avait rien, juste cette neutralité glaciale que je connaissais si bien. Il m'a regardé comme on regarde un témoin dans un procès, pas comme on regarde sa mère. La présidente Leroux a ouvert la session à 9 heures précises. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour juger Monsieur Charles de Vigny, accusé de séquestration, mise en danger de la vie d'autrui, et tentative d'homicide avec préméditation sur la personne de sa mère, Madame Oriane de Vigny. Sa voix était ferme, autoritaire. Elle avait la réputation d'être intraitable. Monsieur de Vigny, levez-vous. Charles s'est levé, dos droit, épaules carrées. Reconnaissez-vous avoir enfermé votre mère dans la cave de la maison familiale du 20 au 23 novembre de l'année dernière? Non, Madame la Présidente. Sa voix était calme, assurée. Vous niez les faits? Je nie les avoir commis volontairement. Ma mère souffre de troubles cognitifs. Elle s'est enfermée elle-même par confusion. Je l'ignorais totalement. Des murmures dans la salle. La présidente a frappé son marteau. Silence. Nous examinerons ces allégations en temps voulu. Asseyez-vous. Le procureur, M. Dumas, s'est levé. Un homme d'une 60aine d'années, aux tempes grises, au regard acéré. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, nous allons vous démontrer aujourd'hui que Charles de Vigny a prémédité et exécuté une tentative de meurtre sur sa propre mère dans le but d'hériter de son patrimoine immobilier. Il a commencé à exposer les faits. Ma routine, les déjeuners du mardi, la descente à la cave, les 3 jours d'enfermement, le sauvetage in extremis. Madame de Vigny a failli mourir. Les médecins sont formels, quelques heures de plus, et son corps n'aurait pas survécu. Il a montré des photos médicales. Mon état à l'arrivée à l'hôpital, mes lèvres craquelées, mes yeux enfoncés, mon corps déshydraté. J'ai vu des gens dans le public détourner le regard. Une femme s'est mise à pleurer. Charles, lui, regardait les photos avec la même neutralité qu'il regardait tout, comme un médecin examinant des radiographies. Nous allons maintenant entendre le témoignage de la victime, a annoncé la présidente. Madame de Vigny, approchez-vous de la barre. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient. Élise m'a serré le bras doucement. Vous allez y arriver, a-t-elle murmuré. J'ai traversé la salle. Tous les regards étaient sur moi. J'ai gravi les quelques marches jusqu'à la barre des témoins. On m'a fait prêter serment. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. La présidente m'a invité à m'asseoir. Madame de Vigny, racontez-nous ce qui s'est passé le 20 novembre. J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai parlé. J'ai raconté le déjeuner, les papiers que Charles voulait me faire signer, la descente à la cave, la porte qui se referme, le noir, la soif, les 3 jours d'agonie. Ma voix était calme, posée, factuelle, exactement comme Élise me l'avait appris. Et pendant ces 3 jours, vous avez entendu votre fils dans la maison? Oui, Madame la Présidente, j'entendais ses pas au-dessus de moi. Je l'ai entendu ouvrir le robinet de la cuisine, se servir de l'eau, pendant que vous mouriez de soif. Oui, un silence pesant. Avez-vous essayé de l'appeler? De crier? Bien sûr, j'ai crié jusqu'à perdre ma voix. J'ai tambouriné contre la porte, mais personne ne pouvait m'entendre. La cave est trop profonde, trop isolée. Pensez-vous que votre fils savait que vous étiez enfermé? J'en suis certaine. C'est lui qui m'a enfermé. Maître Beaumont, l'avocat de Charles, s'est levé pour le contre-interrogatoire. C'était un homme grand, élégant, au sourire carnassier. Madame de Vigny, vous avez 70 ans, n'est-ce pas? Oui. Et vous vivez seule depuis la mort de votre mari? Oui. C'est difficile la solitude, n'est-ce pas? À cet âge. Élise s'est levée immédiatement. Objection. La solitude n'a rien à voir avec les faits. Objection retenue, a dit la présidente. Maître Beaumont, venez-en aux faits. Beaumont a souri. Pas déstabilisé le moins du monde. Madame de Vigny,
Avez-vous consulté un médecin ces dernières années pour des troubles de la mémoire? Non. Vraiment? Jamais? Mon médecin traitant est le docteur Arnoux. Il peut témoigner que je n'ai aucun problème cognitif. Mais vous avez consulté le docteur Valentin il y a 6 mois, n'est-ce pas? Non. Je ne connais aucun docteur Valentin. Beaumont a sorti un document. Pourtant, voici une ordonnance signée par le docteur Valentin, datée du 15 septembre. Elle vous prescrit un traitement pour la confusion mentale. C'est faux. Je n'ai jamais vu ce médecin. Madame de Vigny, est-il possible que vous l'ayez oublié? Non. Mais si vous l'aviez oublié, vous ne vous en souviendriez pas, par définition. Des rires nerveux dans la salle. Élise s'est levée à nouveau. Madame la Présidente, la défense joue sur les mots. Madame de Vigny a subi des tests cognitifs complets à l'hôpital Cochin. Tous parfaitement normaux. Nous avons les résultats. Versez-les au dossier, a ordonné la Présidente. Le procureur a appelé son premier témoin, Madame Chen. Elle s'est avancée à la barre, toute petite dans son tailleur bleu marine. Madame Chen, vous êtes la voisine de Madame de Vigny? Oui, depuis 23 ans. Comment décririez-vous Madame de Vigny? C'est une femme très lucide, très organisée. Elle n'oublie jamais rien. Tous les mardis matins, elle m'apporte des croissants. Depuis des années. Jamais elle n'a manqué un seul mardi. Et le 20 novembre, pas de croissants. J'ai trouvé ça étrange. Alors j'ai sonné chez elle. Personne. J'ai vu Monsieur Charles sortir de la maison vers midi. Je lui ai demandé où était sa mère. Il m'a dit qu'elle était partie en voyage. Vous l'avez cru? Non. Madame de Vigny m'aurait prévenu. Toujours. C'est pour ça que j'ai appelé la police le lendemain. Merci, Madame Chen. Beaumont s'est levé pour le contre-interrogatoire. Madame Chen, vous avez 82 ans, c'est exact. Oui. Et votre vue n'est plus ce qu'elle était, n'est-ce pas? Mes yeux vont très bien, jeune homme. Des rires dans la salle. Même la Présidente a esquissé un sourire. Êtes-vous sûr d'avoir vu Monsieur de Vigny ce jour-là? N'aurait-ce pas pu être un autre jour? J'en suis certaine. C'était un mardi, le jour des croissants. Beaumont a abandonné. Le procureur a ensuite appelé le docteur Moreau. Docteur, vous avez examiné Madame de Vigny à son arrivée aux urgences? Oui. Elle était dans un état critique. Déshydratation sévère, insuffisance rénale aiguë, hypothermie. Combien de temps sans eau pour atteindre cet état? Au moins 72 heures, peut-être plus. Aurait-elle pu s'enfermer elle-même par accident? Non. La porte était verrouillée de l'extérieur. Impossible de le faire de l'intérieur. Avez-vous observé des signes de démence ou de confusion chez Madame de Vigny? Aucun. Au contraire. Elle était remarquablement lucide pour quelqu'un qui venait de frôler la mort. Merci, docteur. Puis ce fut au tour de Maître Dubois, le notaire. Maître Dubois, parlez-nous du testament de Monsieur Pierre de Vigny. Pierre de Vigny a établi un testament 10 jours avant sa mort. Il y incluait une clause très spécifique concernant la maison familiale. Quelle clause? Si son épouse, Oriane de Vigny, décédait de mort non naturelle dans les 10 ans suivant son propre décès, la maison n'irait pas à leur fils, Charles, mais à une fondation caritative. Des murmures dans la salle. Pourquoi une telle clause? Monsieur de Vigny était très explicite. Il voulait protéger son épouse. Il craignait que son fils... Dubois a hésité. Il craignait que son fils ne voie la maison comme un actif à récupérer plutôt que comme le foyer de sa mère. Ces 10 ans sont-ils écoulés? Oui. Monsieur de Vigny est décédé il y a 8 ans et 2 mois. La clause n'est donc plus active. Le procureur s'est tourné vers le jury. En d'autres termes, Charles de Vigny a attendu que la clause protectrice expire pour agir. Ce n'est pas un accident, c'est un calcul. L'après-midi, ce fut au tour de la défense de présenter ses témoins. Le docteur Valentin a été appelé à la barre. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gominés, au costume trop voyant. Il a juré qu'il m'avait examiné en septembre, qu'il avait constaté des signes de confusion, qu'il m'avait prescrit un traitement. Et Madame de Vigny vous a dit quoi, exactement? Elle se plaignait d'oublier des choses, de se perdre parfois dans son propre quartier. C'est faux, ai-je crié depuis ma place. La Présidente a frappé son marteau. Madame de Vigny, s'il vous plaît. Élise m'a serré le bras. Laissez-moi faire, a-t-elle murmuré. Elle s'est levée pour le contre-interrogatoire, les yeux brillants. Docteur Valentin, où exercez-vous? J'ai un cabinet à Neuilly. L'adresse exacte? Avenue Charles de Gaulle. Numéro? Je ne me souviens plus exactement. Normal, parce que vous n'avez pas de cabinet à Neuilly, n'est-ce pas? Un silence. Nous avons vérifié, a continué Élise. Il n'existe aucun docteur Valentin enregistré à l'ordre des médecins d'Île-de-France. La salle a explosé. Silence! A crié la Présidente. Valentin était devenu livide. Docteur Valentin, ou quel que soit votre vrai nom,
Combien Charles de Vigny vous a-t-il payé pour produire ce faux témoignage? Je refuse de répondre. Vous risquez 5 ans de prison pour faux témoignage et usurpation de titre. Je vous conseille de répondre. Valentin a regardé Charles, cherchant du soutien. Charles le regardait avec le même détachement qu'il regardait tout. 5 000 €, a fini par murmurer Valentin. Le scandale était total. La présidente a suspendu la séance. Charles a été emmené dans une salle séparée avec ses avocats. Beaumont et Girard étaient furieux. Ils n'avaient manifestement pas été informés que Valentin était un faux. Charles les avait manipulés eux aussi. Quand la séance a repris, l'atmosphère avait changé. Le jury regardait Charles différemment, avec méfiance, avec dégoût. La présidente s'est tournée vers lui. « Monsieur de Vigny, avez-vous quelque chose à dire concernant ce qui vient de se révéler ?» Charles s'est levé, calmement. « Madame la présidente, je ne savais pas que le docteur Valentin n'était pas un vrai médecin. J'ai été trompé moi aussi. Vous l'avez payé 5 000 € pour obtenir un deuxième avis médical sur ma mère, pas pour mentir. Un deuxième avis sur une patiente qu'il n'avait jamais examinée? Je pensais qu'il l'avait examinée. C'est un malentendu. Sa voix était parfaite, sincère, blessée même. Mais j'ai vu dans les yeux des jurés qu'ils ne le croyaient plus. Le masque commençait à craquer. Le soir, dans ma chambre d'hôtel, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Peut-être enfin, la vérité allait éclater. Peut-être enfin, Charles allait payer pour ce qu'il avait fait. Pas seulement à moi, mais à toutes les personnes qu'il avait manipulées, étudiées, utilisées pendant 42 ans. Demain serait le dernier jour du procès. Demain, Charles témoignerait. Et demain, je verrais si la justice était capable de voir à travers le masque d'un psychopathe parfaitement entraîné. Le dernier jour du procès s'est ouvert sous un ciel de plomb. Mars à Paris peut être cruel. Ce matin-là, une pluie fine et glacée tombait sur la ville, comme si même le ciel pleurait. J'ai à peine dormi. Toute la nuit, j'avais imaginé ce moment. Charles à la barre, Charles obligé de parler, Charles peut-être, enfin, révélant qui il était vraiment. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il jouerait son rôle jusqu'au bout. Le fils dévoué, l'homme incompris, la victime d'une mère confuse et d'un système judiciaire trop prompt à condamner. La salle était encore plus bondée que la veille. Le scandale du faux médecin avait fait la une de tous les journaux. L'héritier manipulateur, titrait Le Parisien. Matricide déjoué. Les mensonges de Charles de Vigny, annonçait Le Figaro. Mais je savais que tout n'était pas encore joué. Charles était brillant, il l'avait toujours été. Et les gens brillants sont dangereux dans une salle d'audience parce qu'ils savent exactement quels mots prononcer, quelle émotion feindre, quel regard adopter. La présidente Leroux a ouvert la séance à 9 heures tapantes. Nous allons entendre aujourd'hui le témoignage de l'accusé. Monsieur de Vigny, approchez-vous de la barre. Charles s'est levé. Il portait le même costume sombre que la veille. Mais quelque chose avait changé. Une tension presque imperceptible dans ses épaules. Un léger tremblement dans ses mains qu'il a rapidement contrôlé. Pour la première fois, j'ai senti qu'il avait peur. Pas peur de la prison, peur de perdre le contrôle. Il a prêté serment d'une voix claire. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. La présidente lui a fait signe de s'asseoir. Monsieur de Vigny, racontez-nous votre version des événements du 20 novembre. Charles a pris une profonde inspiration. Quand il a parlé, sa voix était empreinte d'une émotion calculée. Juste assez pour sembler humain, pas assez pour paraître théâtral. Ma mère m'avait téléphoné le 19 novembre. Elle m'avait dit qu'elle avait besoin de partir quelques jours, qu'elle étouffait dans cette grande maison depuis la mort de papa. Elle voulait aller en Bretagne, chez une vieille amie. Quel est le nom de cette amie? Je ne me souviens plus exactement. Maman m'en avait parlé, mais j'avoue que je n'ai pas retenu tous les détails. Une amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Vous avez essayé de la contacter pendant son supposé voyage? Non. Elle m'avait dit qu'elle voulait être tranquille, qu'elle ne prendrait même pas son téléphone. Et ça ne vous a pas inquiété? Ma mère est une femme autonome. Du moins, je le croyais. Je respectais son besoin d'espace. Il jouait la carte du fils respectueux, du fils moderne qui donne de l'indépendance à sa mère. Le procureur Dumas s'est levé, les mâchoires serrées. Monsieur de Vigny, vous dites que votre mère voulait partir en Bretagne. Pourtant, nous avons vérifié tous les trains, tous les bus, tous les taxis au départ de Paris entre le 19 et le 20 novembre. Aucune trace de Madame de Vigny. Elle a peut-être pris sa voiture. Votre mère n'a plus de voiture depuis 2 ans. Elle l'a vendue après un petit accrochage qui l'a ébranlé. Charles a cligné des yeux. Une fraction de seconde. Je
Je l'ignorais. Vous ignoriez que votre mère avait vendu sa voiture, alors que vous déjeunez avec elle tous les mardis depuis 8 ans? Elle ne m'en avait pas parlé. C'est étrange. Madame Chen, sa voisine, était au courant. Maître Dubois, son notaire, était au courant. Même le gardien de l'immeuble était au courant. Mais pas vous, son fils unique? Charles restait silencieux, calculant sa réponse. Ma mère et moi, nous ne parlions pas de ces détails pratiques. Nous parlions de choses plus profondes, de philosophie, de vie. De philosophie, le procureur a souri froidement. Parlez-nous plutôt de ces dossiers que la police a trouvés chez vous. Ces dossiers où vous cataloguiez les faiblesses de votre mère. Où vous planifiez comment la manipuler. C'est ça votre philosophie? Un murmure a parcouru la salle. Charles a pris son temps avant de répondre. Quand il a parlé, sa voix était plus froide. Ces dossiers, c'est un malentendu. Je suis directeur financier. J'ai l'habitude de tout documenter, de tout analyser. C'est mon métier. C'est ma nature. Votre métier consiste à analyser les vulnérabilités de votre mère? Non. Je voulais comprendre son état mental. Depuis la mort de papa, elle avait changé. Elle oubliait des choses. Elle se répétait. J'étais inquiet. Je notais ses observations pour pouvoir en parler avec un médecin si nécessaire. Un médecin comme le docteur Valentin? Le faux médecin que vous avez payé? Je vous l'ai dit hier. J'ai été trompé par cet homme. Je suis une victime, moi aussi. Une victime qui a payé 5 000 € en liquide pour un faux diagnostic? J'ai été naïf. Le procureur a secoué la tête, incrédule. Monsieur de Vigny, parlons du 20 novembre. Vous étiez à la maison ce jour-là? Oui, je suis venu comme tous les mardis. Et la maison était vide. J'ai pensé que maman était partie comme elle l'avait dit. J'ai vérifié que tout allait bien et je suis reparti. Vous n'êtes pas descendu à la cave? Non. Pourquoi serais-je descendu à la cave? Pourtant, vos empreintes digitales sont sur le verrou de la despensa. Un silence. Je suis peut-être descendu il y a quelques semaines pour chercher de vieux documents de papa. Le verrou a été actionné le 20 novembre. Les analyses le confirment. C'est impossible. Vous niez avoir enfermé votre mère? Bien sûr que je nie. C'est grotesque. Pourquoi aurais-je fait une chose pareille? Pour 3 millions d'euros. Le procureur a alors sorti un document, un relevé bancaire. Monsieur de Vigny, vous avez des dettes importantes, n'est-ce pas? Charles s'est raidi. J'ai quelques engagements financiers, rien d'inhabituel pour quelqu'un dans ma position. 400 000 € de dettes, des prêts personnels, des marges de crédit épuisées, une hypothèque sur votre appartement que vous ne pouvez plus rembourser. La situation bancaire est difficile pour tout le monde ces temps-ci. Et pourtant, vous continuez à vivre largement au-dessus de vos moyens. Vêtements de luxe, restaurants étoilés, voyages. J'ai un certain standing à maintenir pour mon travail. Un standing financé par des dettes que vous ne pouvez pas rembourser, à moins d'hériter d'un hôtel particulier avenue Foch. Charles a serré les mâchoires. Ma situation financière ne prouve rien. Au contraire, elle prouve que vous aviez un mobile de 3 millions d'euros. Élise s'est levée. C'était son tour de contre-interroger Charles. Elle s'est approchée de la barre, ses talons claquant sur le parquet. Monsieur de Vigny, parlons de votre enfance. Charles a froncé les sourcils, surpris par ce changement de direction. Mon enfance? Quel rapport? Répondez à la question. Comment décririez-vous votre enfance? Normale, heureuse. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Aviez-vous des amis? Quelques-uns. Pouvez-vous nous donner des noms? Un silence. C'était il y a longtemps. Vous n'avez aucun ami d'enfance dont vous vous souvenez du nom? Nous avons déménagé plusieurs fois. J'ai perdu le contact. C'est faux. Vous avez vécu toute votre enfance dans la même maison avenue Foch. Vous êtes allé au même lycée, Louis le Grand, de la 6e à la terminale. Charles ne répondait pas. La vérité, monsieur de Vigny, c'est que vous n'aviez pas d'amis, n'est-ce pas? J'étais solitaire. Je préférais étudier. Vous étiez solitaire parce que vous étiez incapable de former de véritables liens. Objection. Maître Beaumont s'était levé. La défense psychanalyse l'accusé. Objection rejetée, a dit la présidente. La personnalité de l'accusé est pertinente. Continuez, maître Fournier. Élise a sorti un autre document. Nous avons retrouvé Sandrine Petit, votre ex-petite amie. Le visage de Charles s'est figé. Elle a accepté de témoigner. Voulez-vous que je l'appelle à la barre? Ou voulez-vous nous dire vous-même pourquoi elle vous a quitté? C'était une relation qui ne fonctionnait pas. C'est tout. Elle dit que vous étiez terrifiant. Qu'au début vous étiez parfait, charmant, attentionné, mais que peu à peu, elle a réalisé que c'était un jeu, que vous imitiez l'amour sans jamais le ressentir. C'est son interprétation. Elle dit qu'un soir, elle a pleuré après avoir appris la mort de sa grand-mère. Vous savez ce que vous lui avez dit?
Charles ne répondait pas. Élise a lu le témoignage de Sandrine. Il m'a regardé pleurer pendant 5 minutes sans bouger. Puis il m'a demandé « Combien de temps ça va durer ? J'ai un dîner important demain. J'ai besoin que tu sois présentable. » Des exclamations choquées dans la salle. Ce n'est pas... Je ne me souviens pas avoir dit ça. Elle a aussi parlé du chat de Madame Beaumont. Vous vous souvenez? Le chat blessé quand vous aviez 11 ans? Charles est devenu très pâle. Sandrine dit qu'un soir, vous lui avez raconté cette histoire. Vous lui avez dit que vous aviez cassé la patte du chat, pour voir comment il réagirait, pour voir combien de temps il mettrait à cesser de miauler. Elle ment. Pourquoi mentirait-elle? Elle n'a rien à gagner. Parce qu'elle est ta mère! Parce qu'elle m'en veut de l'avoir quittée! Pour la première fois, Charles avait haussé le ton. Pour la première fois, il perdait son calme. « C'est vous qui l'avez quittée, ou c'est elle ?» a demandé Élise calmement. C'était d'un commun accord. Elle dit que vous l'avez manipulée pendant 6 mois, que vous avez progressivement retiré toute affection jusqu'à ce qu'elle craque et rompe elle-même, pour que socialement, vous ne soyez pas le méchant. Charles respirait plus vite maintenant. Ses mains tremblèrent légèrement. « Vous ne savez rien. Vous ne savez rien de moi. Au contraire, nous savons exactement qui vous êtes. Un psychopathe. » Objection. Beaumont était debout. Aucun diagnostic officiel n'a été établi. Nous avons un rapport psychiatrique, a répondu Élise en sortant un dossier épais. Établi par le docteur Laurent, psychiatre expert auprès des tribunaux. Voulez-vous que je le lise? La présidente a hoché la tête. Élise a ouvert le dossier. Charles de Vigny présente tous les critères diagnostiques du trouble de la personnalité antisociale. Absence d'empathie, manipulation systématique, incapacité à former des liens émotionnels authentiques, vision instrumentale des relations humaines, absence de remords. Elle a levé les yeux vers Charles. Vous ne ressentez rien, n'est-ce pas? Même maintenant. Même en sachant que vous avez failli tuer votre mère, vous ne ressentez rien. Charles la regardait. Et dans ce regard, j'ai vu quelque chose se briser. Non pas du remords, mais de la rage. Une rage froide, pure, terrifiante. Vous voulez savoir ce que je ressens? Sa voix était devenue différente, plus dure. Je ressens de la frustration d'être jugé par des gens qui ne comprennent rien. Expliquez-nous. Vous parlez d'empathie comme si c'était une vertu. Mais l'empathie rend faible. L'empathie fait pleurer les gens pour des chatons sur Internet pendant que des millions de gens meurent de faim. L'empathie est irrationnelle. Donc, vous n'en avez pas. Je n'en ai pas besoin. Je vois le monde tel qu'il est, sans le filtre des émotions stupides. Les gens sont des ressources, les relations sont des transactions. C'est la vérité que personne n'ose admettre. Le masque était tombé, complètement. Et votre mère? C'est aussi une ressource? Charles m'a regardé. Pour la première fois depuis le début du procès, il m'a vraiment regardé. Ma mère est une vieille femme qui s'accroche à une maison trop grande pour elle. Une maison qui vaut 3 millions d'euros. Une maison qui me revient légalement. J'ai attendu 8 ans. J'ai été patient. J'ai joué le jeu. Les déjeuners du mardi. Les conversations insipides. Les « je t'aime maman ». Tout ça pourquoi? Pour qu'elle refuse de signer des papiers qui ne changeraient rien à sa vie. Donc, vous l'avez enfermée. Je l'ai placée là où elle ne pouvait plus être un obstacle. La salle était figée. Personne ne respirait. Vous admettez l'avoir enfermée? Charles a semblé réaliser ce qu'il venait de dire. Il a essayé de se rattraper. Non, c'est vous qui me faites dire des choses. Vous venez d'avouer, devant cette cour, devant tous ces témoins. Je ne voulais pas... Je voulais juste... Vous vouliez juste quoi? La laisser mourir. Charles s'est tu. Son visage s'est refermé. Le masque essayait de revenir, mais il était trop tard. Tout le monde avait vu. Tout le monde avait entendu. Le monstre derrière le fils parfait. La présidente a suspendu la séance. Charles a été reconduit dans une salle à part. Dans le couloir, Élise m'a serré dans ses bras. C'est fini, Oriane. Il vient de s'auto-condamner. J'aurais dû me sentir soulagée, victorieuse même, mais je me sentais juste vide. Comme si en voyant Charles révéler sa vraie nature, j'avais perdu définitivement l'illusion que j'avais portée pendant 42 ans. L'illusion que mon fils était humain. Les plaidoiries finales ont eu lieu l'après-midi. Le procureur a été implacable. Mesdames et messieurs les jurés, vous avez entendu l'accusé. Vous avez vu qui il est vraiment. Un homme dénué d'empathie, un manipulateur, un prédateur qui a vu sa propre mère comme un obstacle à éliminer. Il l'a enfermée. Il l'a laissée mourir de soif pendant 3 jours. Et il n'éprouve aucun remords. Aucun. Il s'est tourné vers le jury. Si nous ne le condamnons pas aujourd'hui, qui sera sa prochaine victime? La femme avec qui il veut s'installer? Un collègue qui le gênerait?
Un voisin qui saurait trop de choses? Charles de Vigny est dangereux. Il doit être condamné. Pour la société, pour la justice. Et pour que Madame de Vigny puisse enfin vivre sans peur. Maître Beaumont a tenté une dernière défense, mais son cœur n'y était plus. Mon client a commis des erreurs. Il a des difficultés relationnelles. Peut-être qu'il a besoin d'aide psychologique. Mais est-ce vraiment un criminel? N'est-il pas, lui aussi, une victime de sa propre nature? Personne dans la salle ne semblait convaincu. Le jury s'est retiré pour délibérer. 3 heures. 3 heures pendant lesquelles j'ai attendu sur un banc du couloir, tenant la main de Madame Chen. « Ça va aller », me répétait-elle. La vérité a éclaté. Ça va aller. À 18 heures, le jury est revenu. Nous sommes retournés dans la salle. Charles a été amené. Il avait retrouvé son calme, son masque, mais ses yeux étaient vides. La présidente a demandé au président du jury de se lever. « Avez-vous rendu votre verdict ?»« Oui, Madame la Présidente. » Concernant le chef d'accusation de séquestration, coupable. Concernant le chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, coupable. Concernant le chef d'accusation de tentative d'homicide avec préméditation, un silence. Coupable. La salle a explosé. Des applaudissements, des pleurs. Charles n'a pas réagi. Il regardait droit devant lui, comme s'il était ailleurs. La présidente a frappé son marteau. Charles de Vigny, vous êtes reconnu coupable de tentative d'homicide avec préméditation sur la personne de votre mère. Je vous condamne à 20 ans de réclusion criminelle. Vous êtes également condamné à verser 100 000 € de dommages et intérêts à Madame de Vigny. 20 ans. Mon fils allait passer 20 ans en prison. Il aurait 62 ans à sa sortie. On l'a emmené, menottes au poignet, encadré par 2 gendarmes. En passant devant moi, il s'est arrêté. Une fraction de seconde. Nos regards se sont croisés une dernière fois. Et il a dit, si bas que je fus peut-être la seule à l'entendre, tu as gagné. Pas point pardon, pas je t'aime, juste tu as gagné. Comme si tout ça n'avait été qu'un jeu. Un jeu qu'il avait perdu. 6 mois ont passé depuis le procès. Septembre est arrivé doucement à Paris, avec ses lumières dorées et ses premières feuilles qui rougissent. J'ai toujours aimé septembre. C'est le mois des recommencements. Le mois où la ville respire à nouveau, après l'été. Je suis retourné vivre avenue Foch. Au début, je ne pensais pas en être capable. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Cette cave qui m'avait presque tué. Cette cuisine où Charles m'avait menti. Ces escaliers qu'il avait montés et descendus pendant que je mourais en bas. Mais Élise m'avait dit quelque chose qui m'avait touché. « Oriane, cette maison est votre histoire, pas seulement celle de Charles. C'est là que vous avez aimé Pierre. C'est là que vous avez construit votre vie. Ne laissez pas Charles vous voler ça aussi. » Alors je suis revenu. Mais j'ai fait des changements. La despensa a été condamnée. Définitivement. J'ai fait murer la porte. Maintenant, c'est juste un mur blanc dans le sous-sol. Comme si cette pièce n'avait jamais existé. J'ai refait la peinture du salon. Des couleurs plus claires, plus de lumière. J'ai retiré certaines photos. Celles où Charles posait avec ce sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Mais j'en ai gardé quelques-unes. Les photos de Pierre et moi, nos voyages, nos moments de bonheur, notre vie d'avant. Parce que ma vie ne se résume pas à Charles. Elle ne s'est jamais résumée à lui. Madame Chen vient prendre le thé tous les jeudis maintenant. Nous parlons de tout et de rien. De ses petits-enfants, de mes orchidées, du nouveau restaurant coréen qui a ouvert rue de Longchamp. Elle ne me parle jamais de Charles, sauf si je le mentionne en première. Un jeudi, je lui ai demandé « Vous pensez qu'il va changer? En prison ?» Elle a réfléchi longuement avant de répondre. « Les gens comme Charles ne changent pas, ma chère, parce qu'ils ne pensent pas avoir besoin de changer. Mais vous avez déjà changé. Vous êtes plus forte, plus libre. » Elle avait raison. J'étais plus forte. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus peur. J'ai reçu une lettre de Charles en juillet. Elle était arrivée de la prison de Fresnes. Une enveloppe blanche. Mon nom écrit de son écriture parfaite. Je l'ai gardée sur mon bureau pendant 3 jours sans l'ouvrir. Élise m'avait dit « Vous n'êtes pas obligé de la lire. Vous ne lui devez rien. » Mais je l'ai ouverte quand même, parce que j'avais besoin de savoir. Chère maman, je suppose que je devrais commencer par des excuses. C'est ce qu'on attend de moi. C'est ce que le psychologue de la prison me répète à chaque séance. Mais je ne vais pas mentir. Pas maintenant. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je regrette d'avoir été pris. Je regrette d'avoir perdu le contrôle au procès. Je regrette d'avoir sous-estimé Maître Fournier. Ce sont mes erreurs, mes calculs incorrects. Le psychologue dit que je suis un psychopathe, comme si c'était une révélation, comme si je ne le savais pas déjà. Mais voici ce que personne ne comprend. Je ne me sens pas anormal. Vous vous sentez normal, n'est-ce pas? Avec toutes vos émotions,
vos larmes, vos attachements, eh bien, je me sens tout aussi normale. Le monde pour moi est cohérent, logique, efficace. C'est vous qui me semblez étrange. Vous qui pleurez pour des gens morts. Vous qui vous attachez à des objets sans valeur. Vous qui sacrifiez votre bonheur pour des concepts abstraits comme l'amour ou la famille. Je ne t'ai jamais aimé, maman. Pas comme tu l'aurais voulu, mais je t'ai respecté. À ma façon. Tu étais une ressource fiable, une constante dans mon équation. J'ai 20 ans devant moi ici. 20 ans à observer, à étudier. Les autres prisonniers sont fascinants. Tellement d'émotions primitives, tellement de violences irrationnelles. Je vais bien m'adapter. Je m'adapte toujours. Peut-être que dans 20 ans, quand je sortirai, nous pourrons reprendre nos déjeuners du mardi. Je plaisante. Je sais que tu ne voudras jamais me revoir. C'est rationnel. Charles, j'ai relu cette lettre 3 fois, puis je l'ai brûlée, dans la cheminée du salon. J'ai regardé les mots se tordre et disparaître dans les flammes. Charles avait raison sur un point. Je ne voulais plus jamais le revoir. Pas par haine, mais parce que je n'avais plus rien à lui donner. Et lui n'avait rien à m'offrir que je puisse recevoir. Le docteur Laurent m'avait expliqué, lors de notre dernière séance, les psychopathes ne guérissent pas. Ils apprennent à mieux masquer. Charles utilisera ses 20 ans pour perfectionner son masque. Il étudiera les autres prisonniers. Il lira. Il s'adaptera. Quand il sortira, il sera encore plus dangereux. Alors pourquoi le libérer un jour? Parce que notre système judiciaire croit en la rédemption, même quand elle est impossible. Et moi, est-ce que je vais guérir? Il avait souri doucement. Vous, Oriane, vous êtes déjà en train de guérir, parce que vous pouvez ressentir, vous pouvez pleurer, vous pouvez pardonner. Pas à Charles, peut-être, mais à vous-même. Je ne suis pas allé voir Charles en prison. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi. Des journalistes, des connaissances bien intentionnées. Même mon propre notaire. C'est toujours votre fils, m'avait dit Maître Dubois. Non, avais-je répondu calmement. Charles de Vigny est un étranger qui porte le nom de mon fils. Le vrai Charles, celui que j'aimais, n'a jamais existé. C'était une projection, une illusion. Accepter cette vérité m'avait pris des mois. Mais maintenant que je l'avais acceptée, je pouvais respirer. J'ai commencé à donner de mon temps à une association, Aide aux victimes de violences familiales. 2 après-midi par semaine, j'écoute des femmes raconter leurs histoires. Des histoires de maris violents, de fils manipulateurs, de pères toxiques. Je ne dis pas grand-chose. Je ne donne pas de conseils. J'écoute. Parce que parfois, être entendu suffit. Parfois, savoir qu'on n'est pas folle suffit. Une femme m'a dit, il y a quelques semaines, « Merci, merci de me croire. » Et j'ai compris que c'était ça, ma mission maintenant. Croire les victimes, même quand, surtout quand, leur agresseur porte un masque parfait. Les saisons ont continué leur ronde. L'automne est arrivé, puis l'hiver, puis le printemps. La vie a repris son cours, lentement, comme une rivière qui retrouve son lit après une crue. J'ai recommencé à sortir, à voir des amis, à aller au théâtre. J'ai même accepté une invitation à dîner de Jean-Michel, un ami de Pierre, un veuf lui aussi. Nous avons parlé de nos vies, de nos deuils, de nos espoirs. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, peut-être jamais, mais c'était de la compagnie, de la douceur, de l'humanité. Tout ce que Charles n'avait jamais pu m'offrir. 1 an après le procès, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai écrit un livre, pas pour l'argent, pas pour la célébrité, pour témoigner. Je l'ai intitulé « Le fils que je n'ai jamais connu ». Élise m'a aidé à trouver un éditeur. Le livre est sorti en septembre. Il racontait tout. Mon mariage avec Pierre, la naissance de Charles, les signes que j'avais ignorés, la cave, le procès, la reconstruction. Les critiques ont été excellentes, mais surtout, j'ai reçu des centaines de lettres, des mères qui reconnaissaient leur propre histoire dans la mienne, des femmes qui avaient fermé les yeux sur les comportements inquiétants de leurs enfants, des victimes qui n'osaient pas parler parce que c'est de la famille. Une lettre en particulier m'a bouleversée. Chère Madame de Vigny, je m'appelle Claire. J'ai 43 ans. Mon fils a 17 ans. En lisant votre livre, j'ai reconnu Charles dans mon fils. L'absence d'empathie, la manipulation, le masque parfait à l'extérieur. Grâce à vous, j'ai eu le courage de consulter un psychiatre. Mon fils a été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité antisociale. Il commence une thérapie. Je ne sais pas si ça aidera. Le psychiatre dit que les chances sont minces. Mais au moins, maintenant, je vois. Je ne ferme plus les yeux. Vous m'avez sauvé la vie. Peut-être même celle de mon fils. Merci. Claire. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Pas de tristesse,
de soulagement. Si mon histoire pouvait sauver ne serait-ce qu'une seule personne, alors tout ce que j'avais vécu n'avait pas été vain. Hier, c'était un mardi. Le premier mardi depuis le procès où je n'ai pas pensé à Charles avant midi. J'ai préparé un gratin dauphinois, le préféré de Pierre. J'ai mis la table avec la porcelaine de Limoges. J'ai invité Madame Chen, Jean-Michel et Élise. Nous avons parlé, ri, partagé. À un moment, Élise a levé son verre. À Oriane, à sa force, à sa renaissance. Tout le monde a trinqué. Et moi, j'ai levé mon verre vers le ciel, vers Pierre, où qu'il soit. Merci de m'avoir protégé, ai-je murmuré, même après ta mort. Ce soir, je suis seule dans le salon. Les fenêtres sont ouvertes. Une brise douce fait danser les rideaux. J'entends Paris vivre, les voitures, les rires des passants, la vie qui continue. Je regarde une vieille photo de Pierre et moi. Nous avions 30 ans. Nous étions en Italie, heureux, insouciants. Tu avais raison sur Charles, dis-je à la photo. Tu as toujours eu raison, mais tu avais tort sur une chose. Tu pensais que j'étais fragile, que je devais être protégée. Je souris. Je suis plus forte que tu ne le pensais, plus forte que je ne le pensais moi-même. On me demande souvent si je pardonne à Charles. La réponse est compliquée. Je ne lui pardonne pas d'avoir essayé de me tuer. Je ne lui pardonne pas d'avoir manipulé tant de gens. Je ne lui pardonne pas d'être ce qu'il est sans même le regretter. Mais je me pardonne. Je me pardonne d'avoir été aveugle. Je me pardonne d'avoir voulu croire en un fils qui n'existait pas. Je me pardonne d'avoir été humaine. Dans quelques années, Charles sortira de prison. Il aura 62 ans. Peut-être cherchera-t-il à me contacter, peut-être pas. S'il le fait, je ne répondrai pas. Non pas par vengeance, mais parce que j'ai compris quelque chose de fondamental. On ne peut pas aimer quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est l'amour. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne pense pas avoir besoin d'être sauvé. On peut juste se sauver soi-même. Et c'est ce que j'ai fait. La nuit tombe sur Paris. Je vais au jardin. Mes orchidées ont fleuri. Des fleurs blanches, délicates, parfaites. Je les arrose doucement. Vous voyez, leur dis-je, même après l'obscurité, on peut refleurir. Une voisine passe dans la rue. Elle me salue. Bonsoir, Madame de Vigny. Belle soirée, n'est-ce pas? Magnifique, je réponds en souriant. Et je le pense vraiment. Parce que pour la première fois depuis des années, peut-être depuis toujours, je ne vis plus dans la peur. Je ne vis plus dans le déni. Je vis, simplement, pleinement, librement. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné dans votre cœur, je vous demande une chose, ne fermez jamais les yeux sur la violence, sur la manipulation, sur les signes qui vous disent que quelque chose ne va pas, parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable au mensonge, parce que personne ne devrait avoir à survivre à 3 jours dans une cave pour enfin voir clair, parce que l'amour véritable n'enferme pas, il libère. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Oriane de Vigny, Paris, septembre